Mortensen. À la glissade. Pas terre, tu vas voir si c'est mis quelque chose sur ce carré. Tenez-vous. Taisez-vous. Non, Olivier, tu vas me niquer la batterie. David Douillet. Tu te calmes. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast sans nom. Les applauses. Wouh, le podcast qui avait prédit la pandémie en écrivant un long métrage sur la propagation d'un virus à l'échelle mondiale. Sauf qu'au lieu de donner une grosse grippe, le virus faisait vomir le monde entier à la vue de Viggo Mortensen. Vrai scénario qu'on a vraiment écrit. Donc pour moi, il y a plagiat, mais bon. Et avec nous aujourd'hui, sûrement très déçu de ne pas avoir pu projeter ce film formidable qu'on vient de lui pitcher, j'ai dit formidable. Il est directement à l'origine de ce podcast grâce aux chroniqueurs. On dit de lui que c'est un grand penseur, un bon farceur et un chroniqueur. C'est pas le studio 1, pas le studio 2, pas le studio 3, pas le studio 4, pas le... Bon, je pourrais faire ça pendant des heures. Avec Dimitri, c'est le studio 43 qui est à l'honneur. Ouais. Merci à tous, merci. Ça va Dimitri ? Très bien, ouais, et vous ? Ça va très bien. Tu diffuserais notre film qu'on vient de pitcher là ? Bah en fait, moi je suis hypé de fou là. En fait. Ok, ça fait des années qu'on l'a... C'est dans les bacs. C'est Déjà, une note sur le PC de Félix. En vrai, Viggo Mortensen déjà de base. Ça me, en ça fait, me va, tu vois. moi, l'idée à la base était de diffuser Le Seigneur des Anneaux et que toute la salle se met à vomir dès qu'il voit Viggo Mortensen. Voilà. Ah d'accord, ok. En ce gros, c'est concept, chaque personne qui voit ou entend son nom se met à dégueuler instantanément et c'est genre un virus mondial, mais on sait pas pourquoi. Ouais. Et je trouvais ça drôle. Oui. c'est très drôle, ouais. Mais ouais. ça va peut-être devenir une série audio du coup, vu que c'est Voilà. trop dur de faire un film. Oh, j'en suis Viggo. Non, je sais plus. Bref. Et avec nous également aujourd'hui, ancien magicien et réal de génie. Il est derrière la cam de certains épisodes du podcast sans nom ou du clip de Deca City. Malgré tout, il ne nous en veut pas d'avoir débauché son ami. C'est Bertrand Rose, a.k.a. Thomas Shelby. Ouais. Oh la rêve sur Deca City les frères, alors là ça fait mal. Mais va, bon, Bertrand je shout-out quand même Susco pour ma embrasse. société. On embrasse. Première partie de l'Europe. Avec une carabine dans les mains, il fait un carton. Il vous fera virer instantanément si vous êtes son patron. Aussi à l'aise dans le palais des pirates que derrière des platines pour balancer du bon son. C'est Félix, le fidèle compagnon. Ouais. Ça va Félix ? Ça va super. Tant mieux. Et à ta droite, il possède plus de brosses à dents que de douches prises par mois. S'il n'a pas son slibard, c'est parce que je l'ai sur moi. Il a dit mot pour mot que l'écriture de cette intro ne le concernait pas. C'est Swan, il est là. Ouais. Ça va Swan ? Ouais, ça va et toi? Ça va super. C'est Ça super va aller chiant de partager tourner le micro. Ouais. Ah, bah, c'est vous, ça c'est crée vous. une belle complicité, je trouve. Et on a aussi bon Bertrand. C'est Simon. Ah oui putain c'est vrai. J'ai pas écrit d'intro. Ouais. Merci. On a Bertrand qui est là pour représenter le vrai cinéma ainsi qu'Écolérique, mais on a aussi la team Écolérique qui nous filme encore aujourd'hui. Ouais. Ça va la team Écolérique? Les boys, les girls. Bah là, on va pas t'entendre, je pense. Ça, je suis au plus bas. Je suis au fond du trou. Et oui, et mesdames et messieurs, ce podcast qui est filmé qui vous permet de voir qu'aujourd'hui, on va pouvoir enregistrer sur la musique encore une fois. Eh non, c'est pas vrai. On va parler musique. Allez. On va parler de cinéma parce qu'aujourd'hui, on est au Studio 43 qui nous reçoit très sympathiquement. Donc voilà, le PSN a step up aujourd'hui. On enregistre dans des salles de cinéma. Et je vous propose qu'on commence par un petit tour de table, de vous présenter, nous dire qui vous êtes, votre rapport un peu au cinéma, votre consommation, comment vous êtes par rapport à tout ça et la place que ça a dans vos vies de manière générale. Voilà, sans parler tout de suite du studio, je pense qu'on en parlera après dans une première question, mais vous, personnellement, vous présentez. Je te propose, Dimitri, de commencer. Ouais, alors moi c'est Dimitri, du coup j'ai 30 ans. Le cinéma pour moi ça a toujours été une manière un petit peu de m'échapper, de voir un peu d'autres choses parce que j'ai pas grandi dans un environnement où on regardait forcément beaucoup de films. Enfin je vais pas vous faire l'historique de ma vie, enfin voilà la campagne, le 62, tout ça, Oui. très très loin des cinémas, tout ça, donc c'est surtout la sortie familiale. Et après quand j'ai eu l'occasion d'avoir 15-16 ans, c'était l'occasion de découvrir des films par moi-même. Le premier c'est Pulp Fiction par exemple, le premier DVD que j'ai acheté tout seul, enfin voilà, des films que tu découvres, tout ça. Et avec l'envie de découvrir autre chose, tout ça, un cinéma indépendant, l'idée de voir un peu tout ce qui pouvait être fait, ce que ça pouvait raconter aussi sur ce qu'on vivait, tout ça. Donc moi, c'est mon premier rapport au cinéma. Le cinéma vraiment que j'ai choisi, c'est celui-là. Après, comme toutes et tous, on a des films qu'on nous a imposé de voir quand on était plus petits, parce qu'on choisissait pas vraiment où on allait, tout ça. Mais voilà, ouais, à 8 ans, tu sais. C'est ça la vie, mon fils. Mais tu vois, c'est là où ça permet d'avoir un autre rapport au cinéma. Mais très 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 bonne présentation, efficace, simple.
tout ce qu'on aime, Bertrand. Alors Bertrand, 25 ans, je fais partie de l'équipe Écolérique et moi j'ai toujours été plus ou moins familier avec le cinéma. Moi j'aime beaucoup filmer. À la base je ne suis pas un grand cinéphile, mais je me suis rattrapé au fur et à mesure. Il y a encore plein de classiques que je n'ai pas regardés, mais je fais en sorte de me rattraper. Très bien. Bonne présentation. Oui, parce que c'est vrai que on consomme du cinéma, mais toi, enfin, tu en fais aussi. Tu réalises, tu filmes aussi, tu es derrière la caméra. J'ai eu beaucoup de mal à trouver la formulation. Je sais pas si ça s'est vu. Ok, merci. Et vous, mes petits co-hosts, quelle est la place du cinéma dans votre vie? C'est une grande place pour moi. J'étais pas un grand consommateur étant petit, parce que j'allais très rarement au cinéma, sauf avec l'école, tout ça. Euh, à une époque, j'ai eu un gros coup de cœur pour le cinéma. J'allais tous les jours au cinéma quasiment. Et puis avec le temps, ça a pris une place encore plus importante. J'ai considéré à un moment, j'ai eu l'idée à un moment de peut-être partir dans une voie professionnelle dans le cinéma. Puis la musique est arrivée dans ma vie et du coup j'ai un peu perdu, pas perdu cet amour, mais bon, la flamme s'est un peu atténuée au profit de la musique. Mais toujours très important pour moi. Donc tu préféreras l'épisode des Exactement, quatre épisodes. je vois même pas pourquoi je suis là. En fait. Après, la salle est mieux ici. Quoi. Ouais, voilà. Swan, Ouais. Je t'en prie. t'as oublié la question, c'est impossible. Non, si. Non, je réfléchis à ce que je veux dire. Mais C'est le tour de table. non, ouais, moi, enfin, je pense que ça a une grande part aussi dans ma vie. Le truc, c'est que depuis, on va dire peut-être 1 an ou 2, j'ai grandement réduit le visionnage de films. C'est très rare que j'en regarde maintenant, hormis au cinéma. C'est très rare que j'en regarde tout seul. Pour moi, le cinéma, c'est un truc que j'essaie de partager, tu vois, que j'aime bien partager. Du coup, aller voir un film à 2 ou à plusieurs, je trouve ça mieux. Mais sauf que là, avec le rythme de vie que j'ai eu depuis 2 ans, Prochainement. non. Que le rythme de vie que j'ai eu depuis 2 ans fait que je me suis retrouvé tout seul dans enfin, ailleurs que chez moi, du coup. Enfin, quoi. Il est réfugié de guerre. En fait. Non, mais je suis parti en stage plus loin, du coup, je me suis retrouvé tout seul, etc. Ce qui fait que. Alors, aller au cinéma à La Rochelle, il fallait taper 40 minutes de trajet depuis chez moi pour y aller, alors que c'était dans la même ville. Hein. Donc, c'était pour aller au minime, là. Et ouais, du coup, le ciné, c'est hormis le cinéma, enfin, aller dans une salle, tu vois, c'est devenu quelque chose que j'ai vachement réduit aussi, alors que pendant un moment, ça l'était fortement. Je sais que j'étais fort série. Je regardais beaucoup de séries, j'ai plus tourné vers ça. Après, c'est comme Bertrand, là-bas, je suis pas trop un cinéphile non plus. Il y a plein de classiques que j'ai toujours à voir, mais Genre que les j'ai. visiteurs, tout ça. Parce que, Non, ça, je les ai vus pas en Amérique, mais. Je l'ai vu. Mais voilà, ouais, c'est vrai que je me suis plus tourné vers d'autres arts sur lesquels je passe plus de temps pour le coup, notamment les jeux vidéo, tu vois, ou la BD. Mais voilà. Mais c'est intéressant en vrai ce rapport qu'on a tous, c'est quelque chose on a tous l'impression on a tous commencé par l'enfance en fait, Ouais. alors que il y en a certains pour qui c'est pas forcément quelque chose d'être cinéphile depuis le début, mais on met toujours ça en confrontation avec d'autres formes alors que tout peut cohabiter. Et Ouais. nous d'ailleurs, on en parlera plus tard, mais nous d'ailleurs au Studio 43, on essaie de faire en sorte de cohabiter tout. Enfin, on a des performances musicales, on a du théâtre, voilà, on essaie de mêler aussi avec des jeux vidéo, de la BD, enfin ce genre de choses aussi. Et faire en sorte que tous les arts puissent se reconnaître et qu'on n'est pas forcément dans une confrontation. La seule chose qui peut être un peu confrontée, c'est le temps, parce que le temps qu'on a tous à chacun est parfois très réduit, comme tu l'as dit, Swan. Donc en fait, c'est quel temps tu peux accorder à tel loisir, tout ça, à quelle façon tu as envie de découvrir, quelle implication tu peux y mettre aussi. Tu vois, donc des fois, tu dois faire un arbitrage perso, tu vois. Mais nous, tu vois, ici, on n'a vraiment pas envie que ce soit un arbitrage institutionnel, tu vois. Soit plutôt quelque chose qui soit à la liberté de chacun, de voir ce qu'il a envie de découvrir. Et bah moi aussi, d'ailleurs, il y a des classiques que j'ai pas vus, tu vois. Mais c'est pas que j'ai pas envie de les voir, c'est que j'ai toujours pas trouvé le temps de les voir, tu vois. Donc c'est plutôt par rapport à ça. Oui, c'est ça. C'est effectivement aussi la limite de où est-ce qu'on place le cinéma. Est-ce qu'une série, ça peut être considéré comme du cinéma? Est-ce qu'on parle que de films? Il y a l'expérience de la salle, l'expérience à la maison aussi. Mais c'est comme toutes les formes d'art, tu vois. Tu as écouté de la musique chez toi, écouter un concert, c'est deux choses très différentes. Et c'est vrai que tu as cette façon de consommer aussi, je trouve, qui change. Et je trouve que c'est pour ça que le cinéma, moi, c'est une chose qui me plaît. Et du coup, pour parler un peu de mon rapport, c'est quelque chose que j'ai toujours eu depuis l'enfance. Tous les samedis soirs avec mes parents, c'était le film du samedi.
Et du coup, tous les week-ends, aller au cinéma, voir un film. Sur Canal+, entre deux parties de soirée, c'est ça, ouais, c'est ça. Avec ouais, mes parents, sympa. Ça nous a bien rapprochés. Non, mais genre, je sais qu'au collège, tous les week-ends, j'allais au cinéma, quoi. Il n'y avait pas un week-end où j'allais pas voir un film. Je me suis retrouvé à voir des films genre Les Profs 2 ou Aladdin 2 De la merde. au cinéma. Classique. Alors, parce que je voulais voir, si je quoi. peux me permettre, c'est Alad 2. Alad C'est 2, pas- Alad 2, ouais. ouais, c'est vrai, Il y a pardon. un jeu de mots dans le titre, si je peux me Alad permettre. 2 au cinéma. Et puis encore maintenant, je vais voir, je vais au cinéma, j'essaye au moins une fois par semaine. Et depuis 2 ans, beaucoup plus ouvert aussi au cinéma plus indépendant, comme ceux qu'on peut voir ici, pour le coup. Et du coup, ouais, toujours gros consommateur, moi personnellement, de films, de cinéma. Oui, c'est effectivement, il y a des classiques que tu as toujours envie de voir, mais comme tu dis, entre les classiques et les trucs qui viennent de sortir, Il y a et tout, il y a tellement de classiques, bah de ouais. films que les gens considèrent classiques, et puis un tel va considérer tel film comme classique et un autre non, quoi. Bah, et en même temps, des fois, les classiques, moi j'ai un peu cette peur de, ok, il y a une différence de génération qui peut aussi biaiser le truc, tu vois, genre Les Dents de la Mer, je sais que c'est un classique. Bon, je l'ai vu, je suis pas en mode, ah, allez, je vais me refaire un petit Les Dents de la Mer, là, ça m'a pas marqué comme film, tu vois, alors que c'est un classique en soi. T'as pas vu les 7 autres derrière, quoi, c'est ça, parce qu'il y a eu Les Dents de la Mer 1, 2, 3, 4. Ah ouais. Tu Il y a vois, beaucoup de films comme ça où il y a eu des suites, Ouais, des ouais, classiques, mais on n'a jamais trop entendu parler, quoi. Enfin, ça a beaucoup moins fonctionné, On parle très peu de Sharknado 7, par exemple. Tu vois, je trouve. alors que c'est un classique quand même. Ok, merci pour cette petite présentation. Et du coup, Dimitri, je te propose de maintenant rentrer un peu plus dans la structure, le Studio 43. Qu'est-ce que c'est Studio 43? Et puis toi, personnellement, qu'est-ce que tu fais ici? Alors, le Studio 43, c'est un cinéma art et essai situé à Dunkerque. On a 3 salles depuis l'année dernière. On en avait 2 depuis l'ouverture. On était de MJC dans les années 80. On a déménagé dans les locaux de cinéma, donc au Paul Marine, là, en 2006. Et on a eu une troisième, avec 2 salles. Et on a eu une troisième salle là, en 2023 qui s'est ouverte il y a un an. Donc, on enregistre là en septembre 2024. Donc, c'était il y a un an. Une troisième salle dans laquelle on est, où on essaie justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, de varier un petit peu l'expérience de cinéma, de faire en sorte que ce soit beaucoup plus collaboratif déjà, parce que cette salle-là, on est vraiment très proche des personnes, c'est-à-dire que vous le voyez peut-être sur les images, mais du coup, là où on est, c'est là où moi, quand je m'adresse au public, je suis là et le public est vraiment à 1 mètre derrière moi, alors que dans les autres salles, on a une distance qui est un peu plus présente. Et cette salle-là aussi, de créer avec l'écran que vous ne verrez pas mais qui est derrière les caméras, en fait c'est un écran qui peut se soulever, et ce qui fait qu'avec la structure mécanique qui est sur le côté, on peut avoir un espace de tournage assez important de fond vert, donc on a un espace de réalisation, et derrière du coup on aura aussi un studio d'enregistrement de podcast. Donc en fait on l'a imaginé comme étant quelque chose, un lieu pluridisciplinaire où on a envie de mélanger plein de choses. On fait des ateliers de jeux vidéo, on fait découvrir les métiers du bruitage, du doublage, bientôt on a le montage, on a les podcasts aussi, donc on essaie de travailler sur l'audio aussi, parce que c'est quelque chose qu'on minimise beaucoup au cinéma, alors que l'expérience auditive elle est vraiment super importante au cinéma. Je pense que au-delà de la qualité d'image, on recherche une qualité de son qui est quand même pas négligeable au cinéma, et si on avait des fois une qualité de son qui était un peu moins bonne que ce qu'on avait, je pense qu'on reviendrait moins au cinéma. Je pense qu'il y a aussi cette expérience-là, ce confort à la fois vidéo et aussi audio. Et nos axes de travail vraiment au quotidien, c'est à la fois diffuser des films, parce qu'on est un cinéma malgré tout, donc la diffusion classique, donc avec des horaires, voilà. En deuxième axe, on a les ateliers, c'est-à-dire faire comprendre un petit peu les métiers du cinéma. Donc à l'intérieur de nos murs, on a ce qu'on a dit tout à l'heure, le bruitage, le doublage, le montage. On fait aussi des ateliers de réalisation, d'écriture de scénario dans les établissements scolaires ou dans les centres, pour faire découvrir un petit peu ces métiers-là et faire en sorte que des jeunes puissent écrire un film et le réaliser, et ensuite qu'on pourrait le diffuser sur grand écran pour qu'ils voient un peu ce à quoi ça correspond. Et le troisième axe, du coup, c'est de travailler sur le jeune public, de faire en sorte de travailler sur quelque chose de beaucoup plus de mobiliser le jeune public. Tu as parlé des chroniqueurs dans ma présentation, enfin, voilà, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire de faire de l'éducation à l'image dès le plus jeune âge, c'est-à-dire de prendre des collégiens, même plutôt des primaires, de leur faire comprendre comment on fait un film, de leur faire comprendre comment c'est fait, le travail qui est fait derrière, le travail de scénario, le travail de mise en scène. Enfin voilà, essayer de faire comprendre tous ces éléments-là sur un cadre scolaire et hors temps scolaire. C'est ce qu'on a fait avec les chroniqueurs après. Donc c'est un ciné-club étudiant qu'on a mis en place, où ils avaient l'occasion de rencontrer des créateurs, des réalisateurs, des réalisatrices, des acteurs, des actrices, pour qu'ils puissent comprendre un petit peu comment se fait un film, qu'ils puissent aussi poser des questions qu'ils n'auront jamais l'occasion de poser. Enfin, voilà, parce qu'en tant que spectateur, on est tous soumis à notre propre sensibilité, parce que tu parlais des classiques qui sont peut-être pour d'autres l'un ou l'autre ici. Enfin, il y a des choses, on peut tous considérer un classique comme étant un classique, mais c'est pas pour autant qu'on va tous l'aimer. Tu parlais des Dents de la Mer tout à l'heure, voilà, on a tous notre sensibilité, ça dépend beaucoup du moment où on le découvre aussi, tout ça. Donc pareil, là l'idée c'est de faire rencontrer des gens. On n'est pas tous obligés d'aimer le film. Enfin, c'est ça que j'aimais beaucoup aussi, c'est que avec Félix et Swan notamment, on avait l'occasion de rencontrer des réalisateurs, ou des fois des films où ils n'étaient pas hyper convaincus
convaincus. Enfin voilà, on n'était pas hyper convaincus de la qualité du film, mais ça n'empêche pas qu'il y a un dialogue qui se fait pour connaître les intentions vraiment du réalisateur ou de la réalisatrice, de faire en sorte que ça puisse installer un dialogue, parce qu'on n'est pas tous obligés d'accepter les mêmes conditions. C'est pas parce qu'on présente quelque chose et qu'on est présent à une rencontre qu'on est obligé d'accepter le fait qu'un film est bon. Enfin voilà, et puis le fait que un film est pas bon. Enfin honnêtement, moi, je trouve ça pas grave. Enfin c'est pas nous on prône une ouverture à la diversité, donc faire en sorte que tu découvres un film, tu l'aimes pas, c'est pas grave. Enfin voilà, il y a une ligne éditoriale qui est mise en place. On essaie de faire en sorte que tout le monde puisse amender sans trop. C'est vrai que si tu viens 15 fois et que les 15 films tu dis c'est vraiment pas terrible, bon tu reviens peut-être pas. Mais tu vois, c'est que on essaie de prôner l'envie de curiosité. Tu découvres des choses, de la découverte, tu découvres des choses. Puis même certains où tu pourrais te dire c'était pas ma cam, j'ai pas trop aimé tout ça. Tu peux quand même y trouver des qualités. Puis au fur et à mesure, on est persuadé du fait que plus tu vois de films, plus ton sens critique il est aiguisé, que tu es capable plus ou moins d'expliquer pourquoi tu l'aimes pas, parce que même des fois c'est plus intéressant d'écouter quelqu'un qui n'a pas aimé un film et qui est capable de t'expliquer pourquoi. Donc voilà, c'est ça nos 3 axes de travail au quotidien. Et beaucoup de choses à dire, effectivement. Mais c'est vrai que peut-être nous, du coup, on peut plus parler de notre expérience en tant que consommateur du lieu, Studio 43. C'est vrai que là, par exemple, ce matin, on est arrivé, il y avait une classe de scolaire, une classe de scolaire. Il y avait un groupe scolaire qui venait, je suppose, voir un film, ou faire un atelier. Hier ou il y a 2 jours, vous avez fait un atelier de doublage avec des seniors. Comment tu sais ça, ici. toi Je vous suis sur Instagram. Ah, c'est pour ça, d'accord. Très bien. Excusez-nous, je fais mon travail. Je suis merde, il est là depuis 3 jours en fait dans la salle, je l'avais pas vu parce que c'est là où on est, tu vois, c'est ça. Il est bénévole. Il y a une fausse moustache et une bonne barbe. Je suis vieux. Et je trouve aussi au Studio 43, c'est quelque chose qui, comme tu dis, invite à la découverte. C'est vrai que moi je suis venu ici la première fois avec le lycée. Sinon je serais pas venu de moi-même, je pense, au lycée voir un film, parce qu'on est venu voir La Grande Évasion en noir et blanc en version originale. Donc c'est pas un truc que j'aurais fait de base, mais je trouve que tu as quelque chose qui reste assez accessible, parce que des fois vous diffusez aussi des gros films entre guillemets qui passent dans d'autres salles plus classiques, mais genre en version originale. Carrément, Et ça, c'est déjà proposer aux gens qui n'ont pas trop l'habitude une autre version de consommer le cinéma en version originale, peut-être pour des gens qui voient que des films en français dans des grandes salles. Carrément. Il y a déjà cette axe sans aller voir tout de suite un film ou faire un gros atelier ou quoi. Il y a ça quand même. Et on peut être bénévole aussi au Studio 43. Ouais, carrément, ouais. On recherche des gens. Du coup, Bertrand et mes chers co-hosts, vous, votre expérience de consommateur de ce lieu, je sais pas, Bertrand, si tu veux... Moi, j'aime pas le mot consommateur déjà, mais j'en parlerai après. Alors moi personnellement, je suis pas beaucoup venu au Studio 43, malheureusement. Merci Bertrand, c'est tout. Dehors. Félix, à ton micro. Et même de manière générale, je vais pas trop au cinéma. Je regarde surtout en streaming. Mais je suis déjà venu au Studio 43. La dernière fois que je suis venu, c'était pour le film Drunk. C'était oui, tout à fait. Jomb. Avec Matt Mikkelsen, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. C'était il y a 3 ans, c'était à la sortie du Covid. C'est ça, voilà. 2021. Mais pour me rattraper, ma maman est une très grande consommatrice de Studio 43. Elle vient quasiment tout le temps. Donc malgré tout, j'ai quand même les insides des films qui sont sortis ici. Donc elle me raconte. Ça s'appelle comment ta mère? Sabine Rose. Ah mais oui, très bien. Voilà. Je connais très bien. Ok, d'accord. Chez ma maman. D'accord. Ma maman, si tu me vois, Ça y est, bisous, je plus t'aime. de caméraman, il dégage. Il est parti faire des pompes, qu'est-ce qu'il fout lui? Le caméraman, il fait étirement là. Allez, ton poste. Allez, 5 pompes là, 5 pompes. Il se barre en courant. Il fonce dans le mur. C'est bizarre. Si seulement. C'est Roger Rabbit, c'est la fin de Roger Rabbit. Mais sinon, voilà, c'est à peu près tout. Mais malgré tout, je regarde de temps en temps le programme du Studio 43 et quand il y a quelque chose qui me titille, j'hésite pas à regarder. Rattrape-toi. Mais c'est la vérité en plus. C'est un sujet intéressant qu'on pourra aborder peut-être un peu plus tard si on a le temps, mais c'est cette différence entre l'expérience de la salle et le streaming. Parce que c'est vrai que moi j'ai beaucoup de gens qui vont jamais au cinéma. Genre ma sœur ne va jamais au cinéma, et quand je lui dis mais comment tu fais pour pas aller au cinéma, elle dit je regarderai en streaming sur mon ordi en 480p. Enfin non maintenant, parce que maintenant tu as des plateformes de streaming qui te permettent de regarder les films en très bonne qualité, mais voilà, on en parlera après. Je laisse d'abord mes deux chers co-hosts parler de leur expérience avec le Studio 43. Vous avez été des gros niqueurs, vous aussi? C'est vrai qu'on était des gros niqueurs, on s'est rencontrés comme ça. Mais En gros niquant. Ouais. on a gros niqué. Matt Groening, allez. Allez. Et moi, dans l'expérience de manière générale, j'ai pendant longtemps boudé. Quoi?
Non, t'as eu du mal à commencer ta phrase, ça m'a fait longtemps boudé. J'ai longtemps boudé. J'ai adoré bouder. J'ai regardé tous ces films, Beurre sur la ville et tout. Non, j'ai longtemps boudé la salle de cinéma pour une question de plus de lit. Voilà. T'avais peur de. J'avais peur de ça et d'être coincé quand le fauteuil se replie Oui. sur. J'avais trop peur d'être bloqué. Non, en fait, moi, je préfère largement aller voir un film de un seul et de deux à la fin de sa diffusion quand je suis sûr d'être tout seul dans la salle. C'est mes meilleurs moments parce que t'as un côté on peut en parler si tu veux. T'as un petit côté asocial du coup qui extrêmement pour le cinéma. Ouais. Non mais franchement ouais pour le cinéma. Un petit côté insécure peut-être de voir. Pas insécure même pas. Non mais c'est parce que à l'époque quand j'étais au collège ou au lycée, l'époque où tu vas voir tes films, moi j'allais à l'AMC à côté et à l'AMC. Ah t'es un vieux toi. Putain, l'AMC frère. À l'AMC c'est là-bas, je crois. C'est derrière la porte. Ouais, c'est pas trop loin. C'est pas trop loin. Ouais, mais c'est là-bas. Et du coup, l'AMC, moi, ce qui me dérangeait, c'est que les gens savaient pas se tenir dans une salle et ils bouffaient leur popcorn comme des. Ça rendait fou. Ah oui. Moi, ça, c'est des trucs, mais ça me sort d'un film. Et pourquoi Félix pose son ventre sur ton visage quand t'es assis dans un canapé, mais ne supporte pas qu'on mange du popcorn. Pas pendant un film. Tu veux, vas-y. Bah non, mais j'allais dire ça, les gens qui font du bruit dans la salle, les gens qui font des bruits, enfin, on parlera peut-être plus tard, mais les gens qui font du bruit dans la salle, ça m'a jamais dérangé. Mais jamais une seule fois, tu vois. Et c'est un truc que je comprends pas vraiment, je pense que tu dois avoir une sorte de truc d'hypersensibilité sensorielle ou je sais pas quoi. Moi, ça me casse les couilles. La séance, je le dis officiellement en live, tu l'as déjà dit. Je l'ai déjà dit, la séance de Suicide Squad de James Gunn, c'était une des pires séances de ma vie, entre les 15 personnes qui rigolaient, qui racontaient leur journée pendant le film, mais fermez vos gueules et sortez de la salle, genre parlez plus loin, les téléphones, bref. Donc ta consommation du studio 43. Donc pendant un moment, j'ai longtemps boudé le cinéma. Et du coup mis un peu ça de côté, et donc je consommais pas trop de cinéma au collège, tout ça. Et au lycée, pas trop non plus, mais je me suis découvert une passion pour le cinéma au lycée, qui s'est développée pendant mes premières années universitaires à Lille. Et à Lille, j'ai découvert des salles comme le Majestic, comme le Majestic. Majestic. C'est pas QE, c'est à la fin, donc c'est en English. Et j'ai découvert des films de fous. C'était à une époque où j'allais plus comment dire, à la fac, j'allais plus en cours. Non mais c'est vrai, j'allais plus en cours, mais je le cachais à la personne avec qui je vivais, et du coup je claquais toute ma bourse dans les tickets de ciné. Parce que tu devais partir à la journée du coup. Ouais, je faisais genre j'allais en cours, je prenais mon ordi et tout, et du coup j'allais. C'est vrai. Et c'est comme ça que j'ai découvert genre Ghost Story, Climax, des trucs comme ça, parce que j'allais voir la meuf du Majestic, je dis bonjour, j'aimerais une place pour le prochain film qui passe, et je me matais plein de films dans la journée. À l'époque, j'avais 300 balles de bourse à claquer comme ça mensuellement, et j'avais pris des abonnements ciné. Donc, je matais beaucoup de films. Et du coup, le studio 43. Et du coup, j'en viens. Parce qu'après avoir quitté toutes les salles de cinéma, big up au Majestic quand même si ça a été racheté par le groupe UGC. J'allais au Majestic. Après, j'allais au Famila. Bien vu. Et j'allais à Les Écrans à Tourcoing. Du coup, après avoir quitté la fac à Lille, je me suis retrouvé à Dunkerque et je me suis dit putain ouais, mais j'ai plus ce confort du Majestic. Et là je me suis dit mais si, il y avait la salle où tu râlais quand t'étais en primaire d'aller voir des films ici, parce que je le dis, ça me cassait les couilles quand on était en primaire. On me disait allez, sortie cinéma, je savais que j'allais me faire chier. Et au final, regarde, on est là quoi. Non, je me suis rabattu sur le streaming pendant un moment, et je me suis rappelé que le Studio 43 existait, qu'il avait une putain de programmation, et du coup j'y suis allé. Plus il y a une personne qui s'appelle Dimitri qui arrivait dans la salle, qui fait salut, alors nous on est les chroniqueurs et tout. J'ai dit bah allez, on va faire les chroniqueurs, et on a fait les chroniqueurs, et j'ai regardé encore plus de films, et puis voilà quoi. J'ai squatté ces salles pendant un long moment, puis j'ai quitté Dunkerque, je suis retourné à Lille, donc je squatte plus ces salles. Mais voilà, un gros coup de cœur pour le studio et sa prog, contrairement à ce qui se passe de l'autre côté, qui me parle beaucoup moins de l'autre côté, là-bas, ou là-bas, je sais plus où c'est déjà. Et toi, le petit frérot Swan ouais. Non, vas-y. Une question subsidiaire, ça parle un peu ici pendant les films ou c'est silence total? Tu veux dire les spectateurs ou nous quand on va voir personnellement quand tu regardes un film? Non, parler non. Par contre, moi je suis comme Swan, le bruit ne me dérange. Pareil, les portables, ça me dérange pas du tout. Mais j'ai des potes qui sont vraiment très psychorigides, qui genre dès qu'un téléphone s'allume, c'est genre monsieur s'il vous plaît, je suis juste derrière, tout ça. Moi j'avoue, après je me dis toujours, si le bruit
me sort du film, ou si le téléphone me sort du film, c'est que le film m'a pas happé en fait. Ouais. Ok, ouais. Tu vois, donc je mets plutôt ça sur la faute du film de manière générale, plutôt que d'aller voir le connard devant moi qui est en train de manger son popcorn, qui allait de gratter au fond et d'allumer son flash pour être sûr qu'il y ait bien un popcorn dans le fond, tu sais. Non, moi en vrai, je parle pas, parce que c'est vrai que si je parle, pareil, c'est que je me fais chier. Ouais. Mais non, moi le silence de moi-même, mais après ce qui se passe autour, j'avoue, je suis assez dans ma bulle. Ouais. Ok, désolé, il m'a montré la caméra. Je sais pas. Et toi, Bertrand? Bah, moi, ça dépend, franchement. Il y a pas au cinéma, Bertrand. Ah oui, bah, tu regardes en streaming pour le peu Dès qu'il y a le chien qui aboie, qui fait. pour le peu que j'y vais au cinéma, ça dépend, mais je suis un peu du même avec toi. Si vraiment un bruit, les pop-corn, un téléphone, si ça me dérange, c'est que je suis pas dans le film. Ou alors c'est que tellement que je suis dans le film que j'ai pas envie d'être dérangé par le son extérieur. Mais je suis pas le genre de mec à dire. Après, c'est en train de me dépeindre comme un malade mental, mais je pense que là, je suis on pas est à ce en train de te point-là. faire passer pour un fou. Je suis pas à ce point-là, mais je me souviens de ma séance. Je galère avec ce micro. Je me rappelle de ma séance, justement, d'un petit truc en plus dernièrement. C'est une des dernières séances de cinéma que j'ai faites. Donc, et il y avait à côté de moi un gars qui parlait avec sa meuf qui a fait tomber tous ses pop-corns. Ça a fait un boucan d'enculé et il en parlait, il a mis sa torche, donc ça m'a saoulé. Et de l'autre côté, il y avait 4 gars qui envoyaient des vocaux et écoutaient leurs vocaux et qui étaient sur Snap tout le long du film. Mais j'aurais pu faire un massacre dans cette salle. Elle était remplie à bord, j'aurais pu faire un massacre. Là, c'est des cas extrêmes, genre, c'est pas fréquent. Enfin, un mec qui regarde son tel, moi quand je le vois, c'est pas, je me dis pas, putain, vas-y, il me saoule. Je suis en mode, mais frère, pourquoi tu viens au ciné, c'est pour regarder ton tel pendant tout le film. C'est ce que je me dis, mais déjà, tu payes. Déjà. Donc regarde chez toi. Cher. Attends, t'as vu le prix du cinéma, 14 balles la place. Ouais. Voilà. Et toi, Swan, ton expérience avec le studio? Alors moi, je me souviens plus. La première fois que je suis venu, c'était sûrement un truc scolaire aussi. C'était sûrement soit lycée, collège, peut-être lycée, parce que comme j'étais au collège à Grande-Sainte, on allait souvent au Varlin. Varlin, ouais. Qui est pour le coup, alors je sais pas ce qu'ils font maintenant, mais ils font pas d'action de médiation vraiment comme vous ici. C'est de la diff, ouais. Ce qui fait qu'on allait souvent voir des films là-bas, et le Studio 43, c'est assez rare. C'est plutôt vers le lycée parce qu'on avait comment il s'appelait, Sébastien Turc, je crois. Oui, du lycée du Nord-Ouvert, ouais. Qui nous emmenait souvent ici pour nous montrer des films. Je me souviens plus lesquels, par contre. Mais voilà. Donc c'est là, à partir de là, que j'ai découvert le studio. Après, c'est vraiment avec les chroniqueurs aussi que j'ai commencé à un peu plus m'y mettre, déjà de découvrir un peu ce que tu nous avais montré et à venir de moi-même, venir voir des films. Là, c'est vrai que ça fait un moment que je suis pas venu. Mais moi, je trouve ça, c'est vraiment cool. Enfin, après, moi, je travaille un peu. Enfin, pour l'instant, je ne travaille pas encore dedans, mais je veux dire, ça fait partie de mes études. Tout ce qui est médiation et tous les trucs d'équipement culturel qui essaient de proposer des activités, des actions pour faire découvrir au public l'art, que ce soit dans le théâtre, dans le cinéma, dans la musique. Et moi, je trouve ça trop bien. C'est comme les 4 écluses, tu vois, où ils font plusieurs ateliers, etc. Ouais, carrément. Et là aussi, pareil, vous faites plein d'ateliers. D'ailleurs, on a fait notre colloque de master. Ici, on a invité des acteurs du monde du cinéma, des conférenciers, etc. Et on a fait tout ça. C'était dans cette salle, je crois. Ouais, tout à fait. Mémoire, ouais. Et c'était hyper intéressant. Il y avait du monde qui était venu et ça a été toute une journée de discussion autour de plein de thématiques et de thèmes autour du cinéma. Et je trouvais que c'était un plus justement dans tout ce que le Studio 43 pouvait proposer. Et je me souviens de l'atelier doublage qui était vraiment cool. Ah, qu'on avait fait après le. Ouais, ça c'était trop marrant ça. Chouette, ouais. Et ça, je trouve ça vraiment cool que vous proposiez ça aussi, tout ce qui est autour de ça. 28 pour le coup, ouais, tu devrais parce qu'en vrai c'est vraiment trop marrant. En plus, la chance d'avoir un vrai comédien de doublage, ça va être trop bien. Parce que tu vois, par exemple, tu disais, nous, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais on diffuse tous les films, à part le film jeune public, donc les films pour qui sont considérés comme en dessous de 11 ans, on diffuse tout en VO. Tu vois, que ce soit. Mais pour autant, c'est pas parce qu'on est fermé ou à la VF, tu vois, c'est parce que nous, c'est une façon aussi d'avoir une ligne éditoriale et de se dire que c'est comme ça qu'on a envie de faire découvrir les films. Mais on n'est pas du tout fermé, puis on est aussi conscient que, je sais pas si vous le savez, mais une VF en France, pour un gros film, c'est 80% des entrées. Tu vois, donc c'est pas se fermer aussi à tout ça. Oui. Donc ça fait partie du métier. Enfin voilà, donc nous, on est très contents de pouvoir proposer des choses très différentes et de pouvoir travailler sur le doublage, même si nous, on diffuse, je crois que c'est 80. Du coup, si on arrive le jeune public, c'est 95% de nos films en VO, tu vois. Mais c'est pas pour autant qu'on dénigre ce que c'est. On a vraiment envie de comprendre comment ça marche. Les spectateurs sont aussi très contents de découvrir ça. Enfin, voilà, ça fait appel à une autre forme, tout ça. Et nous, comme tu le disais, par exemple,
Je spoil un peu le programme du mois d'octobre qui sortira la semaine prochaine. Est-ce que pas ce podcast Tu vois, par exemple, on diffusera Beetlejuice en VO, celui qui va sortir, celui qui est sorti là, et on diffusera aussi Joker, le 2, en VO, par exemple, tu vois. Ça veut dire que c'est pas parce que c'est des films qui feront des millions d'entrées, c'est pas parce que ce sont des films populaires que c'est pas des films avec des auteurs qu'on a envie de suivre, tu vois. On a envie de suivre ce qui s'est passé avec c'est Todd Phillips, le réalisateur de Joker, voilà. Ce que fait Tim Burton, même si, bon, on peut y revenir, mais pour moi, Tim Burton, il est mort en 99 à peu près. Enfin, son génie créatif est mort en 99 avec Big Fish. Après, il a, voilà. Ça balance. Il y a quand même tu fais des émules derrière la caméra. Voilà. Noël de Monsieur Jack. Mais ça avant. C'est pas lui. C'est pas lui, ça. Ouais. C'est Henri Selig qui a fait ça. Henri Salvador. Mais tu vois, ça c'est avant. C'est-à-dire que ça c'est un autre débat. Je sais pas si on aura le temps parce qu'on n'est pas là jusqu'à 15h. On a mis beaucoup de sujets de côté pour. Ouais. Parce que mais tu vois, ces auteurs qu'on continue à suivre alors que la filmo est juste pas ouf. Tu vois, mais tu vois, par exemple, nous on a envie de faire découvrir Beetlejuice. Donc c'est Beetlejuice que je me trompe pas. Voilà, le nouveau. Joker Folie à 2. Enfin voilà, on a diffusé Horizon aussi de Kevin Costner par exemple qui est sorti il y a pas si longtemps. Enfin voilà, donc à chaque fois il y a des films qui par leur plan de sortie sortent dans des multiplex, donc plutôt pas chez nous, qu'on a quand même envie de proposer à nos spectateurs en version originale. Enfin voilà, 3-4 semaines après leur sortie, parce qu'on a aussi un public qui ne vient que chez nous, qui a envie de découvrir le film dans cette version-là aussi. Donc voilà, c'est aussi une proposition. On n'est pas ce que j'essaie surtout, parce que tous, c'est le cas pour Félix, c'est le cas pour Swan aussi. Enfin, vous êtes quasiment tous venus. Si vous êtes né à Dunkerque, vous êtes quasiment tous venus parce qu'on fait beaucoup de dispositifs scolaires. On fait école au cinéma, collège au cinéma, lycéen au cinéma. Donc, et c'est très rare qu'un collège ou un lycée ne participe pas à un des dispositifs. Moi j'ai vu La Grande Évasion. Voilà, donc vous venez. Tomboy. Voilà, donc en fait, voilà par exemple, Donc en fait, vous venez et ce qu'on oublie toujours, c'est que vous venez, vous n'avez pas choisi de venir. Et c'est pour ça que moi, quand je suis arrivé en 2018, on s'est posé la question de se dire, on touche les enfants. La phrase est folle. Allez, ça c'est. Allez, on va clipper ça. Allez, ça va passer le chat, vous clippez ça. On va faire chanter le studio. Vous appelez le 42 maintenant, sinon on diffuse. Mais tu vois, on a un public scolaire qui fait que les jeunes viennent sans l'avoir choisi jusqu'à 18 ans à peu près. On les perd et on les retrouve à 30 ans. On s'est demandé qu'est-ce qui se passe entre les deux. Et en fait, pour beaucoup, on avait fait une étude, tout ça. On a été beaucoup considérés pendant très longtemps comme le cinéma de l'école. Tu vois, et aussi que, du coup, comme c'est des films que même nous, on choisit pas. Par exemple, La Grande Évasion, c'est un dispositif national, donc c'est pas nous qui avons choisi de diffuser ça. Des fois, je me dis, il faut quand même un peu penser au fait que les élèves ils viennent à 9h30 voir ce genre de film, tout ça. Ça peut être intéressant de penser à ce qu'ils vont voir. Mais du coup, c'est aussi leur dire qu'on ne diffuse pas que des films hongrois en version originale sous-titrée. Enfin voilà, on diffuse. Même si c'est un peu le cliché qui est attaché au Studio 43. Tout à fait. C'est pour ça que le fait, avec cette nouvelle salle, de proposer autre chose, des ateliers, d'être à la rencontre des publics. Enfin, mon rôle, c'est notamment. C'est une question que tu m'as posée il y a 55 minutes à peu près. Mon rôle ici, c'est vraiment d'être à la rencontre des publics. C'est-à-dire que dès que je suis en salle, d'avoir une proximité avec les publics, que je puisse être identifié par rapport à des actions, qu'ils puissent me contacter au cas où. Il y a beaucoup de spectateurs qui me disent qui me connaissent par mon prénom, enfin voilà, des réguliers. Ta mère peut-être. Allez on clip. On va faire chanter. Maintenant c'est le 41. On dirait qu'il l'a embrouillé, je lui donner des coups de pied sous la table depuis tout à l'heure. Ta mère, non? T'avais qu'à dire que tu venais au cinéma. Tu t'es mis à côté de moi comme ça. Oh mais y a pas de souci. Bastos. Non mais très certainement. Ta mère, non? Non mais tu vois, par exemple, on a beaucoup de spectateurs qui, dès que, enfin je sais pas, un truc tout simple, c'est être présent à la fin d'une séance. Une séance, il y a pas forcément de médiation. On est là, nous on tourne des fois à la caisse, tout ça. Donc la phrase est folle aussi, on tourne à la caisse. La phrase est folle. Putain, les enfants tournent à la caisse. Ouais, c'est ça. Donc en fait, juste le fait de demander, bah voilà, est-ce que vous avez aimé, le prendre du temps de discuter, d'humaniser un peu le lieu, de faire en sorte d'avoir quelqu'un qui puisse être là pour parler, pour un peu identifier tout ça. Enfin moi j'ai beaucoup de rendez-vous réguliers avec des spectateurs, enfin un jeudi par mois, un lundi par mois, des scolaires, des soirées, tout ça. La mère de Bertrand Russe. Et donc du coup, tu vois, t'as aussi ce rapport-là où tu te dis, bah en fait, t'as des spectateurs maintenant qui m'appellent Dimitri, enfin voilà, dès qu'ils me croisent au supermarché, ils disent, ah Dimitri, t'as vu, enfin, tu vois, je suis pas médiateur tout le temps, mais il y a des gens qui tu penses quoi des céréales là? Mais tu vois, c'est aussi ce rapport-là, ce que fait parce que il y a beaucoup de spectateurs, par exemple, donc je donnerai pas le nom des cinémas auxquels ils vont, mais c'est pas forcément à Dunkerque, qui me disent des fois, on peut aller au cinéma sans croiser personne. Tu commandes des bonbons, c'est une borne. Tu prends ta place, c'est une borne. Le Kinépolis. Voilà, je voulais pas le citer. Merci. Qui l'a balancé? Ouais, ok, d'accord, très bien. Mais par exemple, tu peux ne croiser personne. Okay. Pour peu que tu y ailles seul, en fait, ça veut dire que c'est quasiment comme si tu étais chez toi. En fait, tu vois, t'as un streaming sur grand écran, tout ça.
ça. Et par rapport au fait, comme le disait Swan tout à l'heure, le fait de partager, nous on est très attachés à ça. C'est-à-dire de partager, c'est partager les spectateurs entre eux, ce qu'ils voient, tout ça, donc partager un avis, partager une sensibilité et le partager avec nous. C'est-à-dire que puis l'avantage aussi de la sensibilité de la vie critique sur un film ou pas, c'est qu'on peut pas le remettre en question. Quelqu'un a pas aimé, moi je vais pas le convaincre. Je vais juste lui dire moi j'ai aimé par rapport à ça, ça, ça. Si lui a pas aimé pour d'autres raisons, je vais pas il y a pas de raison que j'aille l'incendier. Enfin tu vois, on est sur une discussion, tu vois, où même si on n'est pas d'accord, on va pas s'engueuler, tu vois. Oui, c'est un échange d'opinions. Voilà, c'est ça. Un échange d'opinions, et comme tu disais tout à l'heure, même limite quelqu'un qui a pas aimé, c'est encore plus intéressant Bah ouais, de carrément, confronter à ouais. quelqu'un qui a aimé, comme ça t'as les deux visions du truc. Carrément, ouais. Ça tombe bien, tu parlais de ton boulot. À quel moment tu te dis que tu vas faire de cette passion qu'est le cinéma ton travail? Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit ouais, c'est sûr, je veux dédier entre guillemets une partie de ma vie à ça? Ouais, c'est pas vraiment un moment, c'est que moi j'ai fait Sciences Po pendant une année, Ok. En 2016. Paris? Non, Lille. Oh. Lille. Voilà, donc comme j'étais en option histoire, c'était Sciences Po Lille, mais du coup la majorité de mes cours étaient à Arras, donc j'habitais à Arras. Et c'était pour être journaliste. Je voulais être journaliste à la base. Et en vrai, au bout de 3 mois, comme toi, en fait, j'ai pas dit à personne que j'ai arrêté les cours, toi, mais j'ai vraiment arrêté. Et comme en fait j'avais eu mon bac, tout ça, avec une mention, du coup j'avais eu une bourse, tout ça, qui fait que j'avais payé mon logement à l'année, enfin ce genre de choses. J'étais obligé de rester à l'année à Arras, donc en fait très vite j'ai arrêté les cours. Et je me suis dit qu'est-ce que je fais? Donc j'ai commencé avec un pote, on a commencé à distribuer des journaux très tôt le matin pour gagner un peu d'argent, gagner un peu de thunes, tout ça. Et on a commencé à rentrer dans les assos étudiantes, et notamment on avait créé une asso étudiante qui s'appelait Film de culte, voilà, où on diffusait des films. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la petite spécialité des assos. Ouais, des assos étudiantes, culturelles et étudiantes de trouver plus de et du coup, on diffusait parce qu'il y avait beaucoup d'organisations musicales, il y avait beaucoup théâtrales aussi, donc on s'est dit ce serait quand même cool qu'on puisse, avec ce qui se fait aussi ici avec la BU, hein, avec la bibliothèque, qu'on puisse proposer des films et proposer d'échanger à la suite, tout ça. Donc ça, je faisais ça, et après j'ai fait des études de médiation de base, pas forcément sur le cinéma, mais vraiment moi. Je pense que je peux travailler dans un théâtre, je peux dans les musiques actuelles, tout ça. Mais après, c'est vrai que le cinéma, c'est plutôt ça a été le premier lieu d'échappatoire, en fait, comment je pourrais dire ça, c'est le premier loisir qui a forgé mon identité perso, tu sais, de choses que tu partages pas forcément avec tes parents, avec ta famille, tout ça, enfin que tu leur ramènes au fur et à mesure, mais que tu fais un peu dans ton coin, tout ça. Personnel quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est plutôt ça, je pense que c'est plutôt arrivé à ce moment-là où quand je me suis dit en fait journaliste c'est pas pour moi parce que Sciences Po ça me faisait je suis plutôt parti là-dessus, donc c'est plutôt en 2010, c'était en 2014 si je me trompe pas. Voilà où j'ai commencé à faire et puis après j'ai fait 5 ans d'études en médiation culturelle et ça j'ai fait mon stage ici puis embauché à la suite. Voilà. Ok, bien ouais. Donc c'est plus la médiation à la base culturelle globale. Et après, du coup, tu as eu cet axe du cinéma, et comme t'aimais beaucoup ce média, tu t'es dit let's go. Ok, d'accord. En fait, c'est hyper compliqué de se spécialiser juste dans un domaine, dans nos branches. Enfin, je pense notamment à Swan aussi qui a fait ses études là aussi, enfin qui est en train de les finir. Je m'en souviens plus. J'ai fini. T'as fini, ça y est? Je dois passer ma soutenance. Ah oui, tu vas passer. Oula, dur. Ouais, il y a encore le plus dur à passer. Tu vois, mais du coup, c'est très compliqué de se spécialiser juste dans un domaine. Soit on spécialise dans un domaine, soit dans une famille de métiers, soit dans la médiation, de la com, de la direction, enfin ce genre de choses. C'est très compliqué. Enfin, je trouvais ça très sélectif de se dire je vais faire de la médiation dans le cinéma, parce que mine de rien, la médiation dans le cinéma, c'est ce qu'on disait au colloque quand les masters avaient organisé ça avec Swan, c'est que c'est très récent en fait d'institutionnaliser le métier de médiateur. Avant, la médiation ça a toujours existé au cinéma pour les salles de proximité comme le studio, mais c'était des personnes en charge de la com, c'était pas un poste dédié. C'est vraiment depuis, enfin moi j'ai été embauché grâce à une aide, c'est en 2018, donc ça c'est quand même super récent, ça 6 ans. Ouais, 6 ans. 6 ans. J'ai arrêté les maths en première. C'est pour ça que 6 ans. 6 ans. Donc, tu vois, c'est quand même super récent le fait qu'il y ait des postes de médiation dédiés dans des cinémas. Donc, après, il y a des postes qui se créent. Donc, s'il y en a qui veulent s'orienter là-dessus, c'est super. Mais moi, je me suis pas posé de barrière à me dire si c'est dans un cinéma, c'est super. C'est le cas. Donc, je suis très content. Mais si ça doit être dans un autre champ aussi. C'était de la médiation. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Ouais. Et toi, Bertrand, du coup, tu bosses pas dans un cinéma, mais en tant que réal, c'est ton travail. Enfin, tu as des contrats, tu es payé pour faire des films, des fois. Là, en ce moment, des trucs. Ouais, je travaille pour la CUD, pour la ville de Dunkerque. Je suis en freelance et je suis missionné sur des événements de la ville. Par exemple, j'ai fait la fête de la mer. J'ai fait le rassemblement des véhicules anciens Place Jean-Bart. D'ailleurs qui était très très cool à filmer, c'était vraiment superbe. J'ai fait le défilé de mode des commerçants à la mairie. Après j'ai fait une vidéo RH mais c'est interne.
Et j'ai fait aussi les vidéos sur les carrés par rapport au programme de l'été, donc carré plage, oui. carré vert, carré zen. Sur les carrés. Les carrés. Oui, ça, c'est un carré. Et ça, c'est un rectangle, par exemple. Et là, on dirait un losange, mais c'est un carré. Vous tournez. Mais sinon, à côté de ça, moi, je suis full indépendant, même avec Écolyrique. Pour l'instant, on est full indépendant. Et, je m'étais spécialisé dans la réalisation de clips de musique. Mais là, je sais pas, essayer d'élargir mes horizons, de pouvoir toucher à d'autres choses. C'est pour ça qu'avec Écolyrique, c'est cool qu'on fasse de l'interview parce que c'est un spectre de l'audiovisuel que j'avais pas vraiment touché. Donc voilà, je papillonne, on va dire. Ouais. J'essaye de. Lutine, à droite Et à tu gauche. sais que tu voudrais en faire ton cœur de métier, de faire de la vidéo? Ah oui, bah moi, mon rêve avant d'être réal vraiment au cinéma, ce serait d'être opérateur Steadicam. Donc, C'est quoi pour les gens qui nous Donc écoutent, pour les gens dis-moi. qui nous écoutent, opérateur Steadicam, je vais lui donner un exemple très simple, très parlant. Pour ceux qui aiment bien le foot, parfois on voit sur les côtés des opérateurs avec des armures, un pied de caméra, une grosse caméra. Une lance, un cheval. Mais parfois on le voit et en fait c'est un Steadicam, c'est littéralement un stabilisateur pour caméra. Est-ce que pour vous, pour être vraiment fan de cinéma, il faut forcément aller dans une salle de cinéma d'art et d'essai? Qui peut vraiment se dire, enfin, qu'est-ce que vous pensez des différentes manières de consommer le cinéma? Et surtout, comment du coup, ici au Studio 43, si c'est votre objectif, vous faites pour rendre ce type de cinéma accessible? Parce que c'est vrai que souvent, comme tu disais au début, Studio 43, ça peut avoir cette image. Et c'est vrai que nous, moi, quand j'étais au lycée, j'avais un peu cette image de ouais, c'est le truc un peu de super d'élite intellectuelle, de gens qui vont voir des films obscurs et tout, qui sont plus chiants, mais pour dire qu'ils sont intelligents et tout machin. Maintenant, je n'ai pas cette image parce que voilà, j'ai vu des films à 24, j'ai vu des films très cool que tu peux voir que ici, ou comme tu disais, les films connus, mais juste le fait de les voir en VO, ça ouvre à une autre expérience qui est très sympa. Mais voilà, comment vous rendez ce type de cinéma accessible pour tous? Et est-ce qu'il faut forcément aller à un cinéma d'art et d'essai pour aimer le vrai cinéma? Je dirais que à Dunkerque, je pense que Même le carnaval. Quand vient le carnaval. en vrai, Quand vient le ce carnaval. serait compliqué de te considérer comme cinéphile si tu fréquentes pas un minimum le lieu, je pense, parce que après, j'ai toujours beaucoup de mal, j'en ai rencontré dans ma vie des gens qui se passionnés, qui se disent je suis cinéphile, mais en fait ils regardent le Marvel Cinematic Universe et puis ils vont pas au-delà. Enfin, tu vois, je pense que c'est une bonne porte d'entrée déjà parce que mine de rien, ça fidélise, ça fait en sorte que tu découvres des trucs. Peut-être que tu peux avoir un esprit critique aussi, puis il y a des choses à retenir aussi de ce genre de film. Donc moi je regarde, enfin, voilà, donc il y a pas de souci. À partir du moment, pour moi, avoir un parcours de cinéphile et être capable de se considérer comme cinéphile, c'est déjà d'avoir des goûts très variés, de se dire je peux regarder n'importe quoi, enfin n'importe quoi. J'ai envie de découvrir des choses, j'ai envie de quitte à ce que à pas aimer, enfin voilà, quitte à pas aimer certains genres de films, au moins avoir la tentation de le regarder et de pas se dire ouais non, ça va pas le faire sans avoir regardé, tu vois, d'avoir déjà fait ce parcours. Après, pour moi, faut pas je pense que sur Dunkerque, il faut quand même un minimum être venu découvrir quelques films ici. Mais je pense par exemple, il y a des films, il y a des films, plutôt il y a des villes où t'as pas des salles comme ici. Où, si tu veux juste aller au cinéma, t'as que des multiplex, tout ça. On a quand même une chance folle, enfin, tu vois, dans une ville qui est une ville moyenne, tu vois, d'avoir deux cinémas avec deux propositions différentes. Et ça, je le dis pour le coup, les deux propositions doivent exister. Il y a un cinéma, tu vois, il y a un multiplex qui propose des films à 95% du divertissement. C'est important que ça existe aussi. Ouais. Dans l'écosystème du cinéma, c'est important que ce genre de proposition existe aussi. Donc les deux sont. Enfin, moi, je trouve qu'à 85-90%, on est complémentaires dans l'offre qu'on propose. Mais il y a des villes où, si tu vas au cinéma, c'est Pathé, c'est UGC, c'est CGR, enfin voilà, donc t'as pas forcément le choix, forcément tous les films ne sortent pas, enfin voilà, donc tu dois forcément faire un choix. Après, l'avantage aujourd'hui, c'est que, et ça, ce sera peut-être un autre débat aussi, c'est que tu peux te faire ta culture cinéphile sans jamais aller au cinéma du tout. Sans parler de salle à essai, de proximité, sans parler de multiplex. Tu peux te faire une culture cinéphile en restant chez toi. Avec les plateformes, avec le téléchargement illégal, voilà. Voilà, t'as accès à pas mal de contenus que tu peux découvrir, enfin voilà. Mais je sais pas, ça n'a pas été théorisé, mais dans mon expérience et dans ce que je vois autour de moi, j'ai l'impression que plus tu découvres de films en streaming ou en téléchargement,
plus tu vas avoir envie d'en découvrir des nouveaux. Et je pense que plus tu as envie de découvrir de nouveaux films, plus ça va tendre vers la salle de cinéma. Ouais. Donc pour moi, c'est pas forcément une mauvaise chose. Et puis, on n'a pas tous 20 000 € à dépenser chaque année dans des DVD, dans des Blu-ray pour découvrir des films. Enfin voilà, des films qui sont pas sur les plateformes. Puis on n'a pas tous les moyens de s'abonner à toutes les plateformes parce qu'il y a une profusion aussi d'offres aujourd'hui qui fait que c'est compliqué. Mais grâce à l'offre RA+, de Canal+, qui est notre partenaire. Si vous avez moins de 26 ans, par contre. Puis surtout que les prix, maintenant qu'il y a un monopole des plateformes, les prix augmentent de plus en plus. Donc, oui, bien sûr, ouais, voilà, c'est ça. Mais d'ailleurs, il y a une étude est sortie il n'y a pas si longtemps pour dire que l'abonnement en plateforme, c'était pas rédhibitoire pour le fait de moins aller au cinéma. Parce que justement, sur les utilisateurs, alors c'était, je vais pas me tromper, il n'y avait pas Max à l'époque, c'était Netflix, Prime et Disney. Les consommateurs de ces plateformes-là, à 90%, regardent majoritairement des séries. Ouais. Et par exemple, on peut parler tu parlais tout à l'heure des films de cinéma. Enfin, il y a des cinéastes qui sont allés sur les plateformes. Je pense à David Fincher qui a signé un CDI avec Netflix, par exemple. Ces films sont très peu regardés. Enfin, je pense à un film que moi j'ai adoré, que j'aurais adoré découvrir en salle, qui s'appelle Roma d'Alfonso Cuarón sur Netflix, qui est un film qui est invisible. Il est sur Netflix toujours. Il faut le chercher pour le voir, quoi. Ouais, et puis en plus, je pense que Netflix, par son algorithme, a dû le proposer à tout le monde. Ouais, à l'époque, il était vraiment sur toutes les. Voilà, tout le monde. On te proposait que tu aies vu Bambi ou alors que tu aies vu Rec 2. Je pense qu'on te proposait Roma parce qu'il fallait important pour eux que ce soit visible. Mais dans les chiffres qui sont montrés, après, c'est là aussi, c'est que nous, en tant que cinéma, on est transparent sur l'audience. C'est-à-dire qu'on a le nombre de personnes qui viennent voir les films chaque mardi, chaque mercredi. Tu as le bilan de la semaine écoulée. C'est-à-dire que tu sais combien de personnes sont allées voir ce film-là pour savoir la durée de vie d'un film, tout ça. Netflix et les plateformes, c'est beaucoup plus transparent. Mais selon les études, on voit que, par exemple, Alfonso Cuarón, c'est 0,2% des utilisateurs de Netflix en France selon un sondage sur 10 000 personnes qui ont vu le film. Okay. Donc en fait, il y en a beaucoup qui disent que le mettre sur une plateforme, c'est l'offrir au plus grand monde. Mais est-ce que ces gens vont vraiment le regarder, en fait et alors que la sortie cinéma, ça permet aussi d'événementialiser une sortie sur 2-3 semaines, de se dire, il y a ce film-là à l'affiche, on a ce temps-là pour aller le voir, enfin voilà, dans des bonnes conditions, tout ça. C'est une sortie, ça s'organise, tout ça. Donc voilà, moi je pense pas que les plateformes soient vraiment je pense que c'est une manière aussi d'approfondir leur culture. Je pense que quand j'entends ça m'est arrivé beaucoup de fois, quand j'entends beaucoup de collégiens, lycéens me dire que ah ouais mais je sais pas où trouver des films, genre en vrai moi je préfère qu'on me dise j'ai pas envie de découvrir des films plutôt que j'arrive pas à les trouver. En vrai aujourd'hui t'as pas l'excuse de te dire je sais pas où trouver, je sais pas. Voilà, tu peux, si tu veux avoir l'occasion de regarder n'importe quoi si t'es abonné à une ou deux plateformes, je pense que dans ta vie tu pourras jamais faire le tour de tout ce qui est proposé. Donc si t'as envie de découvrir des films, mais que ce soit des films vraiment hyper populaires ou alors des films de niche, tu peux le découvrir. Donc c'est juste. Et puis d'ailleurs c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que une critique qui commence à sortir des plateformes, c'est que même s'ils mettent à disposition plein de choses, en tant qu'utilisateur, on se concentre tous sur les mêmes choses. C'est-à-dire qu'il y a si par exemple Netflix propose, je sais pas combien ils ont contenu, mais s'ils proposent 10 000 contenus, il y en a que 300 ou 200 qui vont être dans le top. Et en fait, mais leur algorithme fait aussi que ça fait plus quelque chose est visible, plus il va être proposé aux autres. Enfin, voilà, donc c'est un peu un serpent qui se mord la queue, quoi, tu vois. Donc ça veut dire que tu as beaucoup de choses qui sont invisibles comme sur les plateformes. Donc je pense que tu peux te faire une culture si tu vas sur les plateformes, mais à un moment donné, je pense que plus tu vois de choses, plus tu auras envie de découvrir des nouveautés, tout ça. Et donc, qui dit nouveauté, dit aussi des choses qui sortent sur le cinéma. Donc, tu auras envie de découvrir le cinéma et d'aller au cinéma, quoi. Et est-ce que tu es d'accord sur ce côté un peu snobisme intellectuel, des fois, qui existe aussi dans la musique, qui existe dans beaucoup d'art, de ce genre de cinéma, ou qu'est-ce que tu penses de cet avis-là, quoi, de voir ça comme un peu réservé à une élite de cinéphiles? Ouais, d'ailleurs, quand il y en a beaucoup, ça c'est beaucoup moins vrai maintenant, mais quand je suis arrivé, il y en a beaucoup, notamment quand je m'occupais beaucoup de l'accueil des scolaires, il y en a beaucoup qui disaient « Ah, mais c'est pas le vrai cinéma. Le vrai cinéma, c'est le multiplex à côté. C'est le cinéma de l'école, tout ça. » Donc, essayer de balayer ça. Après, nous, on a eu envie de se dire on veut changer notre image, mais on veut pas changer notre ligne éditoriale. C'est-à-dire qu'on veut pas changer le fait qu'on diffuse des films qu'on a aimés, des films qui peuvent... Enfin, voilà, je prends des trucs totalement au hasard. On a envie de diffuser un film polonais. Enfin, voilà, tout ça. C'est pas la question. Je peux comprendre l'image parce que après... nous, on essaie beaucoup de changer la notion d'accessibilité du lieu. C'est-à-dire que moi, je pense que cette volonté de se dire que c'est un lieu réservé à une élite, à une caste, tout ce que tu veux, c'est que pour moi, tu as une désinformation ou alors tu as une méconnaissance un petit peu du lieu. Et justement, notre travail à nous,
à travers le réseau partenarial, à travers le fait d'être proche aussi de nos spectateurs. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de soirées. On est passé à côté d'un événement, là, tu vois, parce qu'on a un programme mensuel, on nous l'avait proposé, mais on n'a pas pu le faire. On aurait adoré proposer le film d'Inoxtag, par exemple, tu vois. Ouais, oui. On nous l'a proposé, mais malheureusement, on avait déjà booké notre programme. Moi, j'aurais adoré le faire, peut-être pour toucher un public différent, leur présenter, leur dire, bah oui, il y a ça. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a une méconnaissance aussi. Il y a une méconnaissance de notre programmation, et puis c'est l'idée aussi de toucher d'autres publics à travers des soirées thématiques différentes. De dire, bah oui, on fait aussi ça. Et c'est pour ça aussi qu'on a essayé de diversifier notre proposition à travers beaucoup de nouvelles choses qui sont collaboratives, tu vois, comme des ateliers, comme des ciné-débats où on intègre beaucoup, comme le fait de faire des ciné-clubs étudiants et adultes aussi, tu vois. Donc essayer de faire en sorte que les personnes s'approprient aussi l'image de la salle, que la ligne éditoriale soit vraiment indépendante, mais qu'on puisse avoir cette volonté d'avoir des spectateurs qui, s'ils veulent s'engager vraiment dans la structure, peuvent le faire à travers des idées, à travers de l'animation, à travers une envie de débattre. Voilà, donc essayer de faire en sorte que ce lieu reste un débat, reste un lieu de débat où on puisse parler de tout. Puis le côté élite, c'est aussi l'idée de se dire que c'est une image qu'on a, c'est souvent les gens qui fréquentent pas du tout le lieu qui l'ont. Ouais. Donc le plus dur, je pense que Swan, tu as dû le rendre compte aussi dans tes études, le plus dur souvent c'est la première démarche. De casser les a priori, de dire franchir la porte la première fois tout seul en fait. Ouais. C'est ça le plus dur. Donc ça en fait c'est un exercice de chaque année, parce que chaque année on doit aller toucher d'autres publics, faire en sorte que des partenaires viennent. Voilà, on travaille beaucoup notamment avec les QPV, enfin, donc les quartiers prioritaires de la ville, pour faire en sorte de leur faire découvrir des métiers du cinéma, de faire en sorte qu'ils se disent pas que ce lieu-là c'est qu'un film où on diffuse des films qu'ils regarderaient pas, qui sont un peu chiants, tout ça. Voilà, et que même en fait une fois qu'on leur a fait découvrir ça, bah, ils sont plus enclins à venir à faire cet effort de venir découvrir un film qu'ils n'auraient pas eu envie de découvrir autrement, juste parce qu'on leur a dit, bah en fait vous voyez, voilà, il y a l'occasion de passer une belle soirée quand même, avec un film qui est certes pas un film de divertissement, mais qui est un film où on pourrait réfléchir tous ensemble, tout ça. Donc c'est changer cette image-là. Mais cette image, l'image qu'on avait, c'est moins le cas maintenant, mais cette image un peu d'élite, je la comprends, mais pour moi elle résulte plutôt d'une méconnaissance un petit peu de notre travail. Mais après, c'est un gros travail sur le terrain de faire en sorte de faire connaître le lieu et nos vraies intentions, quoi. Et vous, mes chers amis, qu'est-ce que vous en pensez de cette forme d'élitisme qui peut exister ou d'accès à ce genre de cinéma ? L'élitisme culturel, l'élitisme dans tous les milieux, il y en a dans tous les milieux. Et le cinéma, il échappe pas à la règle dans tous les cas. C'est vrai que là, pour le cinéma, on part plus sur. Mais attends, t'as pas vu ce petit film hongrois en VO là ? Enfin, alors moi je trouve que c'est un peu une réflexion de con. Non, c'est une réflexion de con de leur part, et c'est une réflexion de con des gens qui se moquent de ce genre de personnes, tu vois. Parce que pour moi, le cinéma, peu importe la manière dont tu le. Alors moi je vais pas dire consommer parce que j'aime pas ce mot. Pour tous les arts, parce que pour moi un art ça se consomme pas, tu vois, ça se vit. Mais oui, mais moi en fait je suis un artiste en fait. Oui. mais bon, oui, c'est vrai que tu peux pas échapper au mot consommateur quand vu que c'est une industrie, tu vois, que ça répond à des conditions financières, etc. Mais moi je trouve que le Studio 43 arrive quand même à proposer un public, c'est comme tu dis, tu vois. Le but, le truc le plus dur, c'est de leur faire découvrir, faire le premier pas, et c'est aussi pas on va dire de les fidéliser, tu vois. Là, continuer à leur donner envie d'avoir cette envie de découvrir, cette curiosité. Et du coup, dans le cinéma, pour moi, peu importe la manière dont tu le regardes, c'est toujours un pas en avant, tu vois. Tu contribues à tout ça. Et moi, je consomme tout type de films. Je dis consommer. Je regarde tout type de films. Alors c'est vrai que j'ai moins tendance à regarder des petits films indés d'autres pays, tu vois. Mais ça, je pense que c'est notre image d'occidentaux qui fait que du coup on considère que c'est moins bien, ou alors que c'est moins intéressant. Sauf que pour le coup, c'est peut-être pas vrai. C'est des conditions de création, des cultures qui sont différentes. Nous, on est beaucoup plus influencés par la culture occidentale et surtout américaine. Et nous, on est en France, on connaît le pays du cinéma aussi. Enfin, en tout cas, qui a vu tout ce qui est l'invention du cinéma, enfin, du cinématographe. Les Frères Lumière. À Lyon. Et je sais pas où je veux en venir à la fin. Ouais, je sais pas comment conclure ce que je veux dire, mais voilà. Bon. J'avais créé dans ma tête un truc et la fin je me suis chié dessus, j'ai oublié. On recommence tout. Mais je vais revenir dessus après, le temps de réfléchir. Vas-y. Le micro. Ouais.
Bah écoute, moi l'élitisme, oui, je peux aussi comprendre. Moi, ça m'énerve. Les personnes qui. Parle pas dans le micro. Bah vas-y. Alors moi, ça m'énerve. Et attends, je bouge l'haltère. Non, moi, ce qui m'agace, c'est les gens qui se donnent un genre élitiste, mais qui derrière ne le sont pas du tout, tu vois. Parce que c'est vrai que tu peux venir fréquenter des cinémas d'art et d'essai comme ça, mais derrière, si on ne te voit pas en salle régulièrement ou quoi, et que derrière, tu es en mode oui, non, mais moi, je vais pas là-bas à côté au ciné, je vais au studio, et que tu es venu voir un film dans l'année, bon, ça c'est des comportements qui m'agacent. T'as pas vu le dernier Yogos? Bon, ça va, frère, hein, merci. Mais je peux comprendre. Ça va. Mais moi, j'ai conscience il y a quand même une grosse séparation entre les deux. Déjà, le multiplex à côté ici, tu vois. Mais de manière générale, entre le cinéma, on va dire, plus populaire et commercial, et le cinéma plus d'art et d'essai, il y a quand même il y a qu'une marche entre les deux, hein. C'est vraiment c'est le même médium, mais il y a quand même une sacrée marche à franchir pour quitter ce monde, on va dire, de cinéma un peu plus populaire, pour venir ici. Je sais pas du tout où je vais avec cette phrase. Une sacrée mâche. C'est le concept en sociologie de goût pur et goût vulgaire, tu vois. C'est que entre les deux, il y a, enfin, c'est le même. Comment il c'est t'a le même- sauvé, C'est le complexe de Globlug et de Glavux Blocks. Non, mais c'est comme Globule rouge. C'est comme ça, c'est des concepts sociologiques qui sont définis par des castes différentes, tu Ouais. vois. Embrassez-vous. Mais qui au final font partie effectivement du même médium, du même média, mais il y a une certaine noblesse, un certain prestige. En fait, tout dépend de la façon dont tu le vois. Il casse les Mais- couilles. J'ai un bien truc quand tu sérieux, parles il me comme caresse là. Mais en vrai, c'est une vraie. Parce que ça, pour le coup, on nous enseigne à ça dès l'école. Enfin, dès l'école, on t'apprend des choses qui sont censées être nobles, censées être chouettes à partager, tout ça. On te fait pas lire Tintin, enfin, tu vois, ce genre de truc que tu peux découvrir tout seul. T'as un peu une honte de ce que tu peux découvrir tout seul. Est-ce que l'école est censée te transmettre? C'est censé être la bonne culture, tout ça. Ouais. Et on a eu un prof, enfin, peut-être pas tous ensemble, mais du coup, au moins Swan et Félix, qui s'appelait Bertrand Dupuis, Ouais. qui a écrit un bouquin sur la médiation et qui dit en fait il dit un truc très très chouette et qui m'a beaucoup servi. Il sert beaucoup alors je vais pas le faire parce que c'est pas très c'est pas du tout radiophonique. Il a un Ah, on tri. est filmé. C'est vrai. Ah bah attends, où est la caméra? Qui monte, il va même faire Ouais, il va faire un schéma. Ah au ok, montage, très bien. Ah très bien, très bien. ouais. Il fait ce qu'on appelle le triangle de la médiation, avec en haut le public, à gauche l'objet et à droite le médiateur. Faire en sorte que le lieu entre les trois, ce soit un lien qui soit continu et qui ne soit pas rompu par quelque chose. Et ce lieu-là, en fait, la médiation au centre, c'est le moment où tout converge, le moment où à la fois la relation entre l'œuvre, le médiateur, la médiatrice et le public arrive à son summum. C'est au moment où le médiateur arrive vraiment à quasiment disparaître pour que le public ne fasse plus qu'un dans sa relation avec l'œuvre. Parce que souvent, dans notre relation de médiation, on est dans un... Pareil, je sais pas du tout, je vais avec cette phrase. Hein. Dans notre relation de médiation, en fait, dans notre rapport de médiateur, souvent, c'est rigolo parce qu'on est ce que le public doit faire quand ils viennent pour la première fois. C'est-à-dire que nous, on fait la première marche. On est la première marche, c'est-à-dire que le premier marche de l'escalier qui fait que le public, vraiment, des fois, après un film, on peut être un peu à froid, on n'a pas trop envie d'interagir, on a un peu un moment où la première prise de parole est la plus compliquée. Toi, tu vas devoir être la première personne à aller sur l'escalier pour pouvoir monter les marches de la médiation. Et tu as d'autres personnes que tu dois emmener avec toi, tu vois. Et jusqu'au moment où des personnes vont réussir à converger vers un avis qui soit différent ou commun, et où ton rôle de médiateur, toi, il est juste un rôle de passeur de micro, tu sais. Et où du coup, ton rôle, il a été totalement transmis, c'est-à-dire que tu as fait en sorte que les gens se sentent assez à l'aise par rapport à un média, par rapport à un objet de médiation, et du coup arrive à interagir ensemble sans avoir besoin de ton aide. C'est là où la médiation est le plus réussie. Et pourquoi je disais ça, moi, à la base? Oui, Bertrand Dupuis par rapport à l'élitisme, et du coup, le triangle, hein, toujours, voilà, je te le refais, si jamais tu veux le refaire. Et du coup, il dit un truc très très chouette, c'est, par exemple, quelqu'un qui... Alors, c'est quelqu'un qui pleure en écoutant du Britney Spears. Ouais, bah justement, j'allais vois, rebondir là-dessus en vas-y, citant ça. bah, vas-y, non, vas-y. vas-y, toi. Vas-y. Bah, du coup, Vous êtes trop potes, les gars. quelqu'un qui pleure en écoutant du Britney Spears, est-ce que ça veut dire que ses pleurs ne seraient pas légitimes? Parce que Britney Spears n'est pas reconnue comme une actrice, vraiment, elle n'a pas la carte pour être une actrice, une chanteuse ou une artiste, tu vois, qui est reconnue par une certaine élite, tout ça, c'est considéré comme du populaire, tout ça. Est-ce que ça veut dire que ses pleurs ne seraient pas légitimes?
Bah non, en fait, c'est pas ça. En fait, la question, c'est la relation à l'œuvre. C'est pas la question de l'œuvre par rapport à une certaine caste, une certaine élite. C'est pas du tout ça la question. Et lui, il amène une question qui est aussi très, enfin, une question auquel j'ai toujours pas la réponse aujourd'hui. C'est de se dire quel rapport tu as avec la culture, avec un grand C, donc la musique, le cinéma, tout ça. Et par exemple, on entend beaucoup, ça nous arrive encore aujourd'hui d'entendre, faut aller chercher les gens qui n'ont pas de culture, enfin qui n'ont pas et là, ce que Bertrand dit, c'est très très vrai, c'est qu'en fait non, c'est pas qu'ils n'ont pas de culture, c'est qu'ils n'ont pas la culture que vous voulez qu'ils aient. Ils ont une autre culture. Et donc partir aussi, nous ce qu'on essaye aussi, moi je le fais beaucoup avec les scolaires notamment, c'est de partir de leur goût, de ce qu'ils connaissent, pour essayer de les amener vers autre chose. Et moi, mon petit plaisir que j'ai quand je sais que ça marche, il y a une fin à cette phrase, hein. Le petit plaisir que je peux avoir à ce moment-là, c'est quand à la fin ils disent ah bah oui, je l'avais pas vu comme ça, tout ça. Donc tu vois, ce rapport-là, il est super intéressant de se dire qu'en fait, un truc tout bête. Je raconte, on travaille sur la thématique de la crise écologique avec des collèges et des lycées. Donc moi, mon rôle, je leur diffuse un film. Et après, je leur diffuse des extraits d'autres films qui montrent comment le cinéma a été soit précurseur, soit a annoncé la catastrophe écologique, à travers des vieux films, mais aussi des films très récents. Et à chaque fois, par exemple, voilà, ça fait un des extraits que j'utilise. Fury Road, par exemple. J'ai un élève qui, du coup, au départ, je leur demande toujours le rapport au film, tout ça, qui me dit « Ah ouais, mais c'est un peu comme Thanos dans Avengers ». Et je lui dis « Ah ouais, vas-y, explique ». Je n'avais jamais réfléchi comme ça. Il me dit « Bah ouais, il veut éradiquer la moitié de la population parce qu'on n'a plus assez de vivres pour nourrir tout le monde ». Il dit « C'est quand même super… » Enfin, il dit « C'est un génocide, ok ?» Mais, enfin, c'est un génocide. Ok, bon, ok, très à la bien. limite. Ok, pas de souci. Pas de souci. Mais du coup, il a comme une volonté, et que c'est pas un truc de gars mégalomane, c'est qu'en fait, il se dit, bah en fait, et en plus, c'est arbitraire. Derrière, Et en plus, le gars était vraiment spécialiste de ça. Il me dit, le gars, c'est arbitraire. C'est-à-dire qu'en un claquement de doigts, il va éradiquer la moitié de la population, que ce soit des riches, des pauvres, tout ça. Donc, il dit c'est quand même une volonté, enfin voilà, il dit en fait la surpopulation, tout ça. Donc moi, tous des termes que j'essaie de leur ramener, je dis ah, mais ouais, carrément. Et du coup, j'étais recherché sur YouTube un extrait, tout ça qui montre son explication. J'ai mis ça avec les élèves, et pour te dire, j'ai fini à la fin par parler de Mad Max, par parler du salaire de la peur, je sais pas si vous connaissez, Henri-Georges Clouzot, qui est un film français des années 60, vraiment qui parle un petit peu de la déforestation, enfin de ce genre de choses. Donc essayer à travers leur culture. Voilà, je pense que ce sera jamais légitime de parler d'un Marvel, tu vois. Mais par exemple, moi, si ça vient d'eux, et s'ils sont capables d'expliquer en quoi ça semble légitime par rapport à une thématique ou une discussion, j'ai aucune raison de se dire, bah, qu'est-ce que tu racontes, c'est de la merde. Là. Non, c'est pas. Je suis pas moi, je suis en train de te parler du cinéma, là. T'es en train de me parler du divertissement popcorn, ça m'intéresse pas. Non. Là, tu pars de ça, et en fait, t'arrives à adresser quelque chose, et t'arrives à en faire quelque chose. Et pour moi, le fait de partir de leur goût, qui des fois, parce que je crois pas du tout, surtout encore aujourd'hui, qu'une personne n'ait pas de culture du tout, c'est pas du tout le cas. Si elle a l'occasion de venir en parler avec moi, enfin il y a des fois je les connais pas, donc ils sont obligés de m'expliquer tout ça, parce que voilà, je commence à me faire vieux quand même, mais il y a des choses que je ne connais pas, enfin notamment en musique, tout ça, où je suis pas trop à la page, mais ça a aussi l'occasion de se dire que à travers la médiation, on essaye de transmettre des choses, mais on apprend aussi beaucoup de l'interaction. Enfin, moi il y a beaucoup de choses que j'ai appris, parce que voilà, ce qu'on a fait avec les chroniqueurs, enfin voilà, le fait d'avoir des, je dis chronique, j'ai les peur chroniqueurs, c'est nous. Faut toujours rester ouvert, et t'arrives pas dans une posture de sachant, donc je vais vous dire ça c'est le cinéma et ça c'est ça, carrément. Et ce qui était cool avec les chroniqueurs, c'est qu'il y avait beaucoup de débats. C'était pas, c'était juste un groupe où on parlait que de cinéma. C'est clair, ouais. Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui arrivait. Mais non, c'était Swan qui bougeait. Et ça, c'était un truc qui m'a, ça manque. Je vais revenir faire des débats. Tu vois, moi pour le coup, quand je vais au cinéma avec des potes, ma partie préférée, c'est quand on est dehors devant le cinéma et qu'on reste pendant 1 heure. On avait fait ça quand on était allé voir Batman, où on reste pendant 1 heure devant le cinéma et on discute, on reparle des passages, on dit ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, etc. Ça, c'est pour le coup un truc que j'aime beaucoup, et je trouve que là-dessus, le cinéma. C'est là le rhume en fait. Tu vois, si tu restes 1 heure dehors après. C'est pour ça. Je trouve que c'est ça qui est bien. Et des fois, dans les gens qui s'enferment, pour redonner un peu mon avis là-dessus, dans les gens qui s'enferment un peu dans ce truc d'élitisme, parce qu'il y a des gens, ils le revendiquent ça, et ils méprisent les autres. C'est comme pour la musique, de toute façon, c'est toujours tout. Tu peux avoir ta culture, mais tant que tu méprises pas celle des autres, tu vois. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui va déjà au cinéma, même s'il va voir que des Marvel, bah au moins il va au cinéma. Ah oui, bien sûr, il fait l'effort d'y aller, il s'intéresse, et puis il suit. Et comme tu dis, au final, les films ont les mêmes messages de fond, ils ont juste une façon différente de les faire passer parfois. Et je trouve que du coup, en fait, c'est même des fois bloquant, parce que
tu vas avoir une conversation avec des gens que tu viens de rencontrer, ou à la machine à café au travail, ou dans un bar ou quoi. Tu vas te dire, bah t'as vu genre Dune, le film que tout le monde a vu presque et tout machin, et la personne te répond, non, moi je regarde pas ça en fait. Bah, Oui, ok, voilà, bah, ouais, bien sûr, terminé. voilà. Non, mais elle, tu vois, elle adore le cinéma, c'est sa vie, tu vois. C'est vrai, elle venait quasiment tous les jours ici quand elle était en études ici. C'est la mère de Bertrand Rose. Ouais. mais C'est elle adore ça, tu vraiment vois. en Si elle dehors vient de pas- ça. Si elle vient pas au ciné, elle mate un film sur son ordi, tu vois. Et en fait, je sens qu'il y a une sorte de décalage entre nous deux sur notre façon d'aborder le cinéma. Parce que elle, pour elle, le cinéma, c'est sa vie, c'est surtout, enfin, c'est tout. Et elle, pour regarder un film, des fois, c'est juste pour regarder un film. Et tu vois, moi, je lui ai dit, moi, pour regarder un film, j'ai besoin d'une condition technique, tu vois. Le cinéma, c'est forcément mieux parce que j'ai pas l'équipement chez moi. Mais quand je regarde un film, j'ai envie de le regarder dans dans de bonnes conditions, tu vois, avec un bon son, une bonne image, etc. Parce que pour moi, c'est un art visuel et audio, enfin acoustique, je sais pas comment dire ça, mais tu vois. Enfin, les films sont pensés pour. Ouais. Bah oui, mais ça veut rien dire. C'est un film audiovisuel. Ouais. Et en fait, les films sont tournés et pensés pour que le son soit écouté d'une certaine manière, pour que ce soit vu dans de certaines conditions, etc. D'ailleurs, ce que je trouve dommage au ciné, c'est qu'il y a un problème de luminosité sur les écrans. Du coup, c'est moins bien. Et je déteste cette salle parce que c'est nul. Voilà. Quand on est allé voir On ira la nuit de ralentir l'animation Cusco sur grand écran et qu'il y avait un décalage de genre une seconde. Oui, mais ça, c'était dans un théâtre. C'était Ça c'était au théâtre. Ouais, Ça, mais c'était ça pas- gâche vite l'expérience. Ouais. Et la dernière fois, je suis allé voir Le Garçon et le Héron au ciné. Le film s'est arrêté. Oui. La lumière s'est allumée, le film s'est arrêté. En plein milieu, écran noir, pendant 15 minutes. Ah putain, elle a appuyé sur un mauvais bouton. Ah merde, c'est encore Félix à la technique. Et, Sur le bouton et puis ça a pété. et du coup, ouais, quand moi je lui dis que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, je préfère avoir ça pour regarder un film et que du coup, j'aime bien aussi regarder des films qui visuellement sont très beaux, tu vois. Par exemple, je pense à Mad Max encore, hein, tu vois, le Paris Furiosa que je suis allé voir, est très cool. Très cool. Ouais, T'as vu Furiosa? Ouais, je l'ai vu, ouais, avec Rémi. Bah, je t'ai dit la dernière fois que j'en ai parlé, tu m'as dit j'en ai rien à battre. Non, Ah non, c'est à toi que j'ai dit ça. Ça ressemble plus à Félix. Moi, j'en ai rien à battre. J'ai rarement rien à battre. Et ça, tu vois, ce genre de film, ça, pour moi, c'est fait pour être vu au cinéma ou alors avec un bon équipement chez toi, tu vois. Parce qu'il y a tout ce qui est barre de son chez toi, ouais, on peut regarder chez toi. Mais et du coup, ces deux visions-là, elles s'opposent parce que pour elle, je regarde que des films de débiles à ses yeux, tu vois. Et je regarde que des films qui sont censés être beaux et qui sont. Enfin, c'est pas parce que c'est beau et que tu vois, par exemple, le Dune, pour elle, c'est un film de débile, tu vois. Ou le Mad Max, c'est un film de débile. Alors que non, tu vois, il y a un message, il y a un fond derrière, tu vois. C'est pas parce que la forme, ça ressemble pas à des films d'auteur. Enfin, pour le coup, les Mad Max, je dirais que c'est des films d'auteur quand même C'est aussi. des films d'auteur. De George Miller. Et pour elle, s'il y a pas, si c'est pas un petit film indé ou un film d'auteur ou un truc qui a une forme qui est un peu plus modeste, c'est pas un film avec un message, c'est pas un film avec un fond. Ah oui, ouais. Tu vois? Et c'est ça, cet élitisme qui m'énerve, ce qui fait que du coup, nos deux visions du cinéma, je dirais même de la culture en général, tu vois, elles sont totalement opposées et différentes. Et c'est impossible de discuter avec ça. Ouais, parce qu'elle a ce postulat-là de Ouais. départ. Parce qu'il y a un a priori de ce que moi je regarde. Pourtant, alors que, je regarde tout type de trucs, tu vois. Mais comme elle regarde pas les trucs blockbuster, mainstream, etc. Ouais. Pour elle, c'est que des trucs de débiles et je regarde que ça, tu vois. Pourtant, alors qu'il y a forcément un fond, un message, un truc qui est passé, tu vois, derrière. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais c'est pour ça que moi, même des fois, j'ai envie de dire, oh, putain, mais vous allez voir que des films grand public, tout ça. Des fois, quand je suis un peu dans ma période un peu con comme ça. Oui, mais ça, c'est normal. D'autres films, tout ça, venez découvrir d'autres choses, tout ça. Il y a une chose qui est assez. Enfin, on oublie la sensibilité, on parle juste d'économie, parce que le cinéma, c'est une économie. Est-ce que, je sais pas si vous le savez, mais quand vous payez un ticket de cinéma, que ce soit ici, à Au-Ciné, dans un multiplex, une part du billet que vous allez vendre va être versée au CNC qui va permettre que vous achetez une place pour Mad Max, que vous achetez une place pour Ghost Story, que vous achetez une place pour Alad 2 ou pour un film tchèque en version originale non sous-titrée. Une part du prix du billet est reversée au CNC pour la production d'œuvres de petits films, enfin de premiers films, tout ça. Donc ça participe aussi. C'est pour ça que tu disais tout à l'heure, les gens qui vont que voir des multiplex, qui vont que dans les multiplex voir des films Marvel, tout ça, ils participent aussi au fait que même s'ils les voient pas, que ces films-là puissent exister. Ça, par exemple, c'est une exception culturelle française, tu vois, où on autorise la production de 1 ou 2 films, d'un premier film d'un réal. Bertrand, peut-être le tien la prochaine fois, c'est grâce au CNC, tu vois. J'espère. Un jour. Pas grâce au studio, comme ça tu par contre. Tu vois, mais on t'autorise à faire un premier film sans forcément regarder la rentabilité, ce qui est impossible aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est la seule façon de contrer la rentabilité, c'est si le film il a été ultra primé dans des festivals, tout ça, et que
des festivals, on dit. Ouais. Putain, j'ai eu un doute. Oui. Des festivals, tu vois. Donc, c'est la seule façon de légitimer un film qui aurait pas fait de thunes, parce que eux là-bas ne pensent qu'en thunes, tu vois. Ils pensent qu'à la manière dans ce que ça ramène. L'aspect lucratif. Là, Le voilà. capitalisme. Alors que nous, on a des, enfin, je sais pas, nous on a des cinéastes qui sont peut-être encore à leur 3e film, et c'est au bout du 3e qu'ils vont commencer à se faire un public, à faire en sorte d'avoir une rentabilité, même si bon, c'est comme consommer, j'aime pas trop, voilà, même si ça reste un art, c'est comme une industrie. Donc à rentabiliser les frais de production, enfin tu vois, ce genre de choses. Et donc du coup que quelqu'un, enfin je sais pas si ça c'est un argument que tu pourrais dire à ta pote, par exemple, tu vois, de dire que tous les films qu'elle voit elle, c'est parce que des personnes aussi vont voir les films et sans les blockbusters, sans les films populaires, il y a plus de cinéma en France, ça n'existe plus. Donc il y a un équilibre à avoir au niveau de ce qu'on, forcément, je pense que tu te nourris plus si tu vois les deux, enfin voilà, puis surtout de pas chier sur ceux qui voient, déjà parce que c'est un super film, ceux qui voient Furiosa par exemple, tu vois. Donc c'est un film d'auteur qui sort dans un multiplex que nous on était très contents de proposer aussi en VO quelques semaines après sa sortie, quoi. Et puis je pense c'est pas parce que c'est un blockbuster que c'est débile comme film. Non, enfin, genre, c'est ce que je dis, il y a un fond quand même, tu vois. C'est ça, parce que enfin Dune et tout, il y a un fond, il y a un message hyper oui, hyper c'est fort, tiré d'une giga saga culte, tu vois. Donc, même puis c'est un film d'auteur aussi. Dis, genre, est-ce que à l'époque du Seigneur des Anneaux, il y a des gens qui étaient en mode tu vas voir le Seigneur des Anneaux au cinéma, mais c'est un film de gros débile, quoi. Mais c'est le seul qui a fait qui est le contre-exemple parce qu'il a été multi-récompensé. Dommage. Tout ça. C'est le seul. Mais par exemple, je sais pas moi, des films qui ont été les X-Men par exemple, les premiers. Qui sont en plus des super films. Je sais pas où va ta phrase, donc je sais pas si je dois confirmer ou pas. Mais... X-Men. Oui, c'est ça. Oui, je connais Wolverine et tout. Non mais les tout premiers, voilà, avec Patrick Stewart, Ian McKellen qui joue aussi Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Ces films-là, enfin, pour moi, au moins les deux premiers, sont des super films pour traiter de la différence, pour traiter de beaucoup de choses, de l'intégration de la différence. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui soit ont un don, soit sont difficiles à contrôler, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Au-delà d'être un film de super-héros, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment des super films, et c'est des films qui, encore... attends, je vais prendre un autre exemple qui, en plus, parle à tout le monde. Sam Raimi, Spider-Man 2. Super film. Incroyable. Enfin, pour traiter de la question du méchant qu'ils ont chié là dans le dernier, là, Octopus, quand il est revenu dans No Way Home, qu'ils ont fait un débile. À la niche, le caniche. Voilà, tu vois. Donc je suis voilà, tu vois, c'est ce genre de truc où on va pour moi, tu vois, désacralisé. J'ai fait partie pendant un temps d'un comité de programmation pour collège ou lycéen au cinéma. Et contre Spider-Man No Way Home. Non, déjà j'ai signé une pétition. Boycott. Putain, c'est quoi cette merde? Mais non, j'ai milité pour que ce genre de film intègre des dispositifs scolaires, parce que aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas si vieux, hein, mais beaucoup de jeunes n'ont pas vu ces films-là. Les premiers Spider-Man avec Tobey Maguire. Je suis un peu plus sceptique sur le 3, mais les deux sont vraiment des films d'auteur. C'est-à-dire, Sam Raimi, elle a fait un travail de mise en scène qui est dingue. Le travail sur le storytelling du jeune adolescent, enfin, qu'on connaît tous l'histoire de Spider-Man, le jeune ado un peu snobinard, tout ça, qui devient vraiment le héros, tout ça, avec sa chérie qu'il essaie de conquérir, tout ça. Je trouve que les méchants sont super bien écrits. Enfin, voilà, il y a un travail. C'est des films qui n'auront pas vieilli dans 40 ans, alors que No Way Home, tu vois, dans 40 ans, on le regardera, c'est quoi ce fond vert dégueulasse. Oui, voilà, le No Way Home, c'est beaucoup de fanservice aussi. Tu vois, Spider-Man 2, c'était les premiers films Spider-Man qui étaient accessibles à tous. Des vrais travails de méchants, tout ça. Et tu vois, ce genre de film, tu vois, tu peux tout à fait le légitimer. Et pour autant, c'est un blockbuster. Pour autant, t'as des. C'est un film qui fait des millions d'entrées. Enfin voilà, il y a énormément de moyens. Enfin, tu vois, c'est fait avec beaucoup de moyens. C'est pas parce qu'un film est fait avec peu de moyens que c'est forcément super. C'est pas parce qu'un film a beaucoup de thunes que c'est forcément mauvais, quoi, tu vois. Bon, après, on donne beaucoup d'argent des fois à des gens qui en font pas grand chose, mais tu vois, par exemple, tu vois, il y a des contre-exemples, tu vois, qui peuvent aussi amener des choses de la pop culture qui sont ça aussi, tu vois. La notion de pop culture, c'est quelque chose que tu n'arriveras jamais à arriver du bon côté de l'élitisme. C'est quelque chose sur lequel tu dois toujours te défendre, en fait, le rattacher à quelque chose. Et il y a des éléments de la pop culture qui sont des éléments vraiment super pour pouvoir traiter. Enfin, moi, avec les élèves, voilà, il y a beaucoup de choses que je travaille avec eux qui viennent de la pop culture parce que c'est leur référence, enfin, c'est la référence en ce moment. Enfin voilà, donc essayer de voir des choses qui sont communes pour essayer de travailler sur d'autres choses après, et puis des choses qui peuvent m'amener. Et tu vois, il y a des films, tu vois, pareil, mais ça m'énerve beaucoup les gens qui vont commencer à critiquer un film parce que sans l'avoir vu, juste parce que toi t'as vu ce film-là et que ça peut leur sembler. Parce que beaucoup de monde veulent voir. Ouais, voilà, c'est grand public, donc forcément, bon, c'est le cas de pas mal de films grand public quand même, mais c'est parce que c'est grand public que c'est forcément quelque chose qui n'a pas de message. C'est forcément un truc de décérébré où tu poses ton cerveau à l'entrée du cinéma, tu le récupères en sortant, alors que c'est pas du tout le cas, tu vois.
J'ai fini ma phrase avec X-Men. C'est là que tu dois dire oui. Ouais. Voilà. Bertrand, est-ce que tu as un avis sur les 36 000 choses qu'on vient de dire? Moi, par rapport à la question de l'élitisme, d'ailleurs, s'il y en a, parce que moi, je trouve. Moi, je rentre pas dans une case de ça, c'est des films qu'il faut regarder, c'est des films qu'il faut pas regarder. Et puis, je pense que la plupart des films qui existent traitent tous d'un message plus ou moins ouvert. Moi, c'est l'interprétation en fait Ouais. que je prends en compte. Certes, il y a des gueules de cons qui disent oh tu vas avoir ça, t'es nul parce que tu vas avoir ça. Non, moi je suis ouvert à tout. Il y a des films que je n'ai pas aimés, il y a des films que j'ai adorés, il y a des films que j'ai moyennement aimés, mais au final, tant que j'ai su capter le message que le film a voulu me faire passer, parce que moi c'est à travers les sensations en fait. Quand je vais voir un film, j'ai envie de ressentir ce que le réal a voulu faire. Et puis moi, vu que je suis réal moi-même, j'ai aussi l'œil cinématographique purement audiovisuel. Donc je traite le scénario et en même temps comment le film a été filmé. Parce que les plans font en sorte de te faire transcrire des sentiments différents. Si tu as un plan qui est comme ça ou un plan comme ça, c'est que il va y avoir un dénouement ou une scène de stress, etc. Vous voyez, il danse là, regardez. C'est des cams, c'est des cams. Mais ouais, non, moi je reste très ouvert et je pense qu'il faut pas se fermer. Après, je pourrais comprendre certains qui disent oh tu vas voir ça, non faut pas aller le voir, mais c'est très situationnel par rapport à comment la personne aime tel ou tel style de tel ou tel genre de film. Donc T'as le même débat aussi sur ce qui est considéré comme un film de cinéma aussi. Oui. Forcément, un film de cinéma, c'est sorti au cinéma. Alors que, on l'a dit, il y a des cinéastes qui ont signé des CDI avec des plateformes et ils continuent à faire des super films. Voilà, Netflix, saison 3 de Mindhunter, s'il vous plaît. Voilà, tu vois. Par exemple, tu vois, il y a des séries qui sont faites sur les plateformes. Mindhunter, c'est un super exemple, tu vois, qui est par David Fincher, qui, mis bout à bout, bon, il faudrait couper si c'était au cinéma parce que forcément, ce serait un peu trop long, mais chaque épisode est quasiment un film. Enfin, c'est vraiment super. Le plan est travaillé. Enfin, tu vois, il y a vraiment des choses qui sont super. Et c'est pas parce que c'est sur une plateforme, c'est pas parce que c'est une série. Pendant très longtemps, la série, ça a été un peu le petit frère du cinéma, tout ça. C'est parce que c'est sur une plateforme que ça a dévalué. Nous, en tant que cinéma, on peut pas l'utiliser. Par exemple, c'est interdit d'utiliser des images de Netflix. On n'a pas le droit. Dans un cadre pédago, on n'a pas le droit de le faire. Si jamais un élève, je sais pas, prend une photo de ce qu'on est en train de faire et diffuse sur les réseaux, dit bah voilà, Netflix peut nous attaquer. Voilà, c'est une des preuves. On n'a pas le droit. Pour le coup, c'est. Ok, propriété intellectuelle. Ouais, voilà, c'est ça. Alors utiliser des extraits d'autres films sortis au cinéma, à partir du moment où c'est dans un cadre pédagogique, on a tous les droits. Si je veux utiliser 3 minutes d'un film sans avoir acheté les droits, tout ça, d'avoir récupéré sur le DVD l'extrait, ça j'ai tout à fait le droit parce que c'est dans un cadre pédagogique. Avec Netflix, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, comme ils sortent pas leurs films sur des supports physiques, c'est compliqué d'enregistrer tu vois, le support, tout ça. Mais on est sur des choses où en fait on peut considérer qu'un film de cinéma aussi sort sur une plateforme. Enfin voilà, il y a des choses on peut trouver ça dommage. Je le trouve dommage, par exemple, tu vois, que des cinéastes s'enferment sur une plateforme sous couvert de se dire souvent. Enfin, c'est Scorsese l'avait dit quand il a fait The Irishman sur. J'ai bien dit. Sur Netflix. En fait, il a fait ça. Enfin, il l'a expliqué assez vite qu'il avait fait ça pour des mauvaises raisons. En fait, c'est parce que c'est un gars. Auquel tous les studios de cinéma original, tu vois, genre les Warner, bon, ils travaillent pas avec Disney, mais Warner, Fox, Paramount, tout ça, lui ont tous dit, bah en fait, ça va être compliqué de produire un film de gangster de 3 heures déjà pour la sortie en salle. Bon, on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même des films longs qui sortent, peut-être même trop d'ailleurs. Le film de Kevin Costner d'ailleurs, par exemple, plus de 3 heures. Plus de 3 heures. Et le Killers of the Flower Moon. Ouais, tout à fait. Le comte de Monte Cristo. Le comte de Monte Cristo, voilà, tout à fait. Mais par exemple, en fait, c'est juste un gars auquel Netflix a signé un chèque en blanc pour dire bah ok, tu fais ce que tu veux, tout ça. Donc en fait, mine de rien, c'est aussi des cinéastes qui vont vers une forme de facilité. C'est-à-dire que Netflix aussi pareil. On parlait d'élitisme. Netflix, en s'achetant ces personnes-là, s'achètent une légitimité aussi. Se dire bah oui, il y a quand même des gens qui ont fait des choses au cinéma, qui ont été récompensés, qui viennent sur nos plateformes, qui viennent faire des films, qui viennent produire du contenu.
Parce que ils disent pas consommer, ils disent produire du contenu sur Netflix. Ouais, c'est pas mieux, hein, tu vois. Mais, tu vois, produire du contenu, tu vois. Donc c'est un flux en fait, c'est un flux qui doit toujours être alimenté, tout ça. Mais par exemple, tu vois, ils s'achètent une légitimité en allant, je sais pas, ils vont travailler avec Bong Joon-ho sur Okja ou Snowpiercer par exemple, tu vois, la série avec Scorsese, avec Quaron, avec comment il s'appelle aussi, je l'ai dit, avec Fincher. Tu vois, ils s'achètent une légitimité aussi en travaillant avec ça. Mais on peut considérer aussi que, enfin moi j'ai vu leurs films, tu vois, sur les plateformes. Tu peux considérer que si tu le vois dans une salle, tu prends une claque aussi, tu vois. Tu dis c'est juste un peu dommage de le voir chez soi. Enfin voilà, même si tu peux avoir une très bonne installation à la maison, c'est un peu dommage de le voir chez soi, tout ça, de le découvrir parce que tu auras envie de le découvrir dans les super conditions d'un grand écran dans une salle. Mais c'est pas pour autant que pour moi, c'est pas parce que c'est pas le médium qui fait l'objet en fait. Donc c'est pas le fait que ce soit un film diffusé au cinéma. Enfin, à ce moment-là, tu vois, à la 2, c'est un film de cinéma, tu vois. Voilà, tu vois. Donc c'est pas le fait que ce soit diffusé au cinéma que ça fait film de cinéma. C'est plus un parti pris esthétique ou narratif. Et ça, pareil, tu vois, essayer de le faire comprendre. Tous les jeunes que je vois ça, dans les différents dispositifs qui viennent me voir et qui disent bah moi j'ai vu ça, il y en a certains qui sont un peu honteux, tout ça, parce que c'est sur les plateformes et ils se disent bah par rapport au cinéma c'est pas. Alors je leur dis mais non, en fait il n'y a pas de raison d'avoir honte, tout ça, tu peux découvrir des super choses sur les plateformes, c'est comme au cinéma, tu peux découvrir des daubes, tu peux découvrir des super trucs à partir du moment où tu es capable de légitimer toi-même ce que tu as aimé et d'expliquer pourquoi oui non, enfin c'est super, enfin, tu vois, ça veut dire que tu as déjà fait une première démarche qui est super. Donc ça pareil, cette barrière entre les deux, entre ce qui doit être de cinéma ou pas, c'est en train de devenir de plus en plus poreux pour essayer de faire en sorte que tout le monde puisse un peu se retrouver, quoi. Que la salle reste un lieu sacré pour de la diffusion, peut-être le lieu ultime, c'est-à-dire que c'est une chance d'avoir son film qui sort au cinéma, mais aussi de considérer que tout ce qui se passe en dehors peut aussi être considéré comme du cinéma quand même. Oui, ça rejoint ce qu'a dit Bertrand sur le fait qu'au final, le plus important, c'est pas ce que tu vas voir, qui l'a fait ou quoi, c'est juste ce que tu vas ressentir et ton expérience à toi en tant que personne vivant l'expérience du cinéma. Slash consommateur. On va passer doucement aux recommandations. Donc, si vous pouvez recommander, sentez-vous libre de recommander ce que vous souhaitez. Un film, un livre, une musique, un lieu, quoi que ce soit, une ville. On a déjà tout recommandé dans ce podcast. Moi, il y en a un que je peux recommander, là, qu'on a dans le cadre de notre entrée saison, et on reçoit le réal. Ça s'appelle Miséricorde d'Alain Guiraudy. Un film que j'ai vu à Cannes. Un super film, parce que dès le départ, en fait, c'est le pitch. C'est un jeune homme qui revient dans son village natal, dans une région très reculée en Auvergne, et qui du coup va retrouver les personnes qu'il côtoyait quand il était enfant. Il revient pour son oncle qui vient de décéder en fait. Et t'as l'impression d'avoir vu ça 1000 fois dans le cinéma français, enfin le côté retour aux sources, tout ça. Et c'est un film qui mêle énormément. Enfin, c'est un film déjà qui est très drôle parce que ça joue sur le désir et sur la question de. Par rapport à ce que tu viens de dire sur Swan, veux-tu m'épouser, ça fait tout à fait le lien, Félix. La relation naissante entre plusieurs hommes, tout ça. Okay. Et en fait, des hommes qui sont très virils, qui ont été mariés, tout ça. Et en fait, tout ce désir, des gens qui se retrouvent, et en fait, tout ce désir confondu, c'est un super film. Et un autre, là, je suis en train de le découvrir, je l'ai emprunté à la Bible, un film qui s'appelle Cinéma et Spéculation. Enfin, un bouquin qui s'appelle Cinéma et Spéculation. Parce qu'un film de Tarantino. Découvrir, c'est-à-dire que t'as regardé, que t'as arrêté avant la fin. Le bouquin de Tarantino. Ouais, tu connais Je suis allé le voir au Grand Rex présenter son bouquin. Quentin. Tu me racontes pas ça. Bah écoute, je l'ai toujours pas fini. D'accord, ok. Le bouquin, mais je suis en train de le lire. En fait, il parle des différents films qui l'ont influencé. Il en fait une petite critique un peu des autres. Et moi qui suis en train de travailler sur un plan pour essayer de comment amener facilement le travail d'un réalisateur, le travail d'un cinéaste à des jeunes, tout ça. Je trouve qu'il a quand même des recos qui sont. Enfin, tu vois, il parle. Un film, je ne pense pas que les jeunes l'aient encore. Peut-être que. D'ailleurs, je sais que Félix connaît, mais je ne sais pas si vous connaissez Battle Royale, le film. Ouais. Vous Fortnite, vous connaissez Fortnite ou pas? Vous connaissez? Ça me dit rien. Ça te dit rien? C'est un film japonais. C'est un survival movie qui est un super film. Le 2 est à chier, mais le premier est super bien. Okay. Et du coup, il en parle. Et du coup, il fait appel à plein de références cinématographiques dans le monde. Et justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de juger un film par rapport à son budget, par rapport à là où il vient, par rapport à tout ça, lui, en fait, il en fait une histographie quasiment linéaire, c'est-à-dire qu'il juge de la même façon. Il parle d'un film hongkongais, enfin voilà, il est très fan de Ozu par exemple, et d'un film hongkongais qu'il va parler du premier film de John Woo aux États-Unis, okay, par exemple, tu vois. Donc en fait, il va pas juger, et ça, je trouve que c'est super chouette d'avoir cette porosité dans se dire qu'en fait, tu vas pas juger plus durement un blockbuster, tu vas le juger pour ses qualités, tu vas pas forcément en attendre plus d'un film à réessayer. Tu vois, c'est cette notion aussi un petit peu en tant que spectateur de se dire que des fois, faut accepter de se laisser porter, pas forcément être toujours dans un esprit de vouloir réfléchir, de vouloir apporter une appétence un peu plus particulière à un film, et se dire des fois il faut se laisser porter. Et si tu te laisses porter, même si tu sais pas mettre des mots sur ce que tu as vécu, bah tu peux te dire que tu as aimé un film en fait, tu vois. Donc c'est un super bouquin que je recommande. Okay. Cinéma et Spéculation.
Merci. Bertrand. Alors moi j'aurais 2 films. Babylone. Babylone. Fireman, pull up. Babylone qui est un film qui est situé dans les années 60, si je me trompe pas, années 60-70. Non, les années 20, je crois. Non, même pas. Non. Bon, Lauré va venir nous en parler. Non. Damien Chazelle, du coup. Ouais, Damien Chazelle, celui qui a fait La La Land. Tout début du cinéma. Ah oui, bah, excusez-moi. C'est les années First 20. Man ouais. et First Années Man 20, aussi. 30, ouais. Donc c'est un film que j'ai beaucoup aimé, que je n'ai pas regardé depuis, je ne vais pas faire le mec non plus, qui est un connaisseur pur du film, mais vu que c'est un film qui parle du cinéma, je le recommande pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est un dur qui est très long, mais qui est vraiment, je le trouve magnifique. Vraiment, la cinématographie est juste incroyable. Ils ont fait un travail de chef et sinon un film que j'adore, l'un de mes préférés, Arrête-moi si tu peux, avec Tom Hanks et DiCaprio, un classique du cinéma, mais pour ceux qui n'ont pas vu, je vous le conseille 1000 fois. Très bien, merci. Les petits frérots. Bah écoute, je vais aller rapidement. Un film qui m'a plu dernièrement, c'était Les Pistolets en plastique, qui était qui traite, qu'est-ce qui me fait Pistolet. qui traite un peu de l'histoire de Dupont de Ligonnès et de ce qui s'était passé avec Guy Joao, l'homme qui s'était fait arrêter. On avait dit c'est Dupont de Ligonnès, on l'a retrouvé, alors que pas du tout, rien à voir. Du coup, ça reprend un peu le principe, l'histoire du truc. C'est une comédie assez satirique, assez noire. C'est très drôle. Ouais. Mais c'est ultra drôle et j'ai beaucoup aimé parce qu'il au cinéma. Et et du coup, voilà, c'était très très cool, c'est très drôle. Il y a une belle part d'impro dans l'acting et c'était vraiment très cool. Puis après, voilà, juste regardez des films, intéressez-vous à plein de trucs différents. Je sais qu'il y a dans l'élitisme de cinéma, j'ai déjà été confronté à des gens qui m'ont critiqué par rapport à ça. Mais la société A24, qui propose énormément de films très cool, qui produisent, labellisent et diffusent des films vraiment très cool. Et du coup, il y a un contre-élitisme qui est arrivé en mode les élites qui disent A24, c'est de la fausse élitisme et tout. En mode, frère, laisse-moi regarder mes films en fait. Donc, ils ont des super beaux films, Green Knight, Good Times. Moi j'adorais. C'est pas sorti au cinéma en France, c'est sorti directement sur Amazon. Sur Prime. Super Green Knight, incroyable. Je l'ai vu, mais j'ai pas aimé. Ah, t'as pas aimé? Ah, je croyais que t'avais aimé. Non, je l'ai vu, mais je l'ai pas aimé du tout. Mais il est très beau. Ouais. Je parlais en fait, tu m'as vraiment coupé mon micro. Du coup, Green Knight, Good Time, Good Night, et salut, à plus. Ciao, c'était le podcast sans nom. Marcel, le petit coquillage et ses chaussures. Plein de films, vraiment, c'est que des super films. The Lighthouse. Non, mais ça existe vraiment, je te jure, ça existe. Il est vraiment disponible sur Netflix. A Ghost Story, enfin vraiment plein de films très différents, tous différents. Quand tu prends vraiment Marcel, le coquillage et Lighthouse, c'est radicalement différent et pourtant c'est trop bien. Ça se passe près de la plage. C'est la suite en fait. C'est la suite de The Lighthouse, Marcel le coquillage. Et voilà. Et bref, et aussi un dernier petit truc, c'est c'est un documentaire sur Netflix. Jim and Andy sur le tournage de Man on the Moon, avec Jim Carrey qui a totalement pété un câble pendant l'enregistrement, le tournage du film. Et du coup, c'est un film c'est un documentaire qui montre les arrières du film et le comportement de merde qu'il a eu, prétextant une transe entre lui et l'acteur qu'il était censé incarner. Mais très très intéressant pour voir les off et comment ça peut vite partir en couille la réalisation d'un film. Moi je recommande Long Legs, le film, tu l'as vu? Oui, ouais. C'est pas mal. Ouais, j'ai beaucoup aimé moi le Long Legs, qui est un film de Longness. Long Legs, un film de Oz Perkins, je crois, qui est un film d'horreur thriller psychologique policier. Moi j'ai beaucoup aimé, qui est produit par Nicolas Cage, Nicolas Cage qui joue le méchant. J'ai beaucoup aimé, je trouvais ça très bien réalisé, très angoissant. C'est un film qui fait peur dans son ambiance, dans son atmosphère. C'est un film qui va beaucoup t'agresser les sens
les sens auditifs et visuels, mais pas forcément par des screamers, mais plus par l'ambiance oppressante et par des effets sonores, etc. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce film-là. Ensuite j'avais un autre film, je sais plus lequel c'est. Bon c'est pas grave, mais sinon je recommande. Ouais, je crois que c'est ça. Je recommande Chroma de Karim Debache, qui est une émission. Trop marrant. Chromignon même. Ça marche pas. Chroma, une émission de Karim Debache, Gilles Stella et Jérémy Morvan. Une émission sur le cinéma. Il y a 12 épisodes où sur chaque épisode, ils parlent d'un film de merde. Enfin, sauf pour quelques-uns, il y en a genre 2 ou 3, genre Les Gremlins, je crois. Après, je me souviens plus. Je les ai regardés il y a pas longtemps, mais bref. Qui parle de cinéma. Il va prendre des films de merde, il va les résumer et il va en tirer une leçon et une morale sur le cinéma, que ce soit d'un point de vue technique ou artistique. Et c'est super intéressant, c'est super marrant, c'est super bien amené. C'est une belle démonstration de ce que c'est le cinéma et de l'interprétation et des messages passés dans le cinéma, même quand les films sont nuls. C'est l'un des premiers messages du premier épisode, c'est que le cinéma, c'est une question d'interprétation et de message. Donc l'auteur, s'il a quelque chose à raconter, ça en fait quelque chose de légitime à la base. C'est un peu comme l'histoire de Britney Spears, etc. Tu vois. Même si la forme est nulle, le fond peut être quand même sincère et légitime. Et putain, j'avais un troisième film et je me souviens plus lequel c'est, donc tant pis, c'est pas grave. Voilà. Mais je conseille vraiment Chroma parce que c'est vraiment très très bien pour découvrir le ciné. Merci. Et toi, du coup? Moi, je vais recommander rapidement 3 films que j'ai vus là cette année 2024 au Studio 43. Déjà, il y a Pauvre créature dont on a déjà parlé, mais qui maintenant est disponible sur les plateformes de streaming et qui est vraiment un très très bon film. Et je crois que c'est un des premiers films que je suis venu revoir ici, entre guillemets, après avoir passé beaucoup de temps sans venir au Studio 43. Et vraiment, il est incroyable, il est très beau. Je l'ai regardé la dernière fois. J'ai regardé Ivre-mort en rentrant de soirée. Il a une autre saveur encore quand elle est à Lisbonne avec les décors un peu psychédéliques et tout. Et en vrai, c'est très très cool, très très beau. Et puis, tous les acteurs sont incroyables dedans. Je recommande aussi The Iron Claw, dont j'ai parlé dans l'interview des Colériques, mais ils m'ont coupé avant la fin. Du coup, j'en reparle pour dire que c'est un très bon film avec Zac Efron, Jeremy Allen White et j'ai oublié le nom. Harris Dickinson, je crois. Cadmerade, ouais, je crois. Je crois que c'est Harris Dickinson. Oui, je crois. Et qui est un film incroyable, qui est un film très beau, qui raconte une histoire vraie. Et à la fin, j'ai pleuré comme un bébé, vraiment. Ça traite du rapport aussi. Je l'ai vu ici, perso. La masculinité. Du rapport à la masculinité, de la relation avec le père et tout. Et il est très très bouleversant, genre vraiment bouleversé. Et Love Lies Bleeding, je crois que c'est ça. Ah oui, super, ouais. Que j'ai vu ici aussi avec Kristen Stewart. Et j'ai encore oublié, je retiens que les personnes connues dans les films. Genre, elle est pas connue, l'autre, je connais pas son nom. Elle est moins connue. Et je crois qu'elle vient du sport à la base. Plutôt, c'est ça, et elle a été prise pour le film. Love Lies Bleeding, qui est un film incroyable qui m'a pris. C'est la première fois qu'un film me prenait les tripes, mais où je savais pas si j'étais dérangé. Enfin, il est assez bouleversant dans plusieurs sens. Mais en même temps, il me dérangeait, mais en même temps, j'arrivais pas à décrocher les yeux de l'écran parce qu'il est vraiment. Et l'histoire est très belle et il y a des idées de réel dedans qui sont. Incroyable quand elle devient géante sans raison d'un seul coup. C'est assez incroyable, donc je conseille de le voir et d'aller voir de manière générale tous les films à 24. Je crois que c'était Iron Claw, c'est à 24, c'est sûr. Sauf Beau is Afraid. Ouais. Et là, il y en a qui va sortir avec Sébastien Stan et quelqu'un qui a un visage en mode Elephant Man. Mais Beau is Afraid, un film à 24, j'ai détesté de tout mon âme. À 24, d'ailleurs, fait leur prochain film aussi, c'est sur l'histoire de Donald Trump, un film qui s'appelle The Apprentice, avec Sébastien Stan aussi qui joue le rôle de Donald Trump. Putain, ils sont forts. Ali Abazi qui. Ouais, le problème c'est que c'est avec comme tous ces studios, j'ai l'impression que ça va devenir institutionnel. Ouais, s'ils deviennent connus de plus en plus, c'est ce qu'ils vont pas. C'est le problème des États-Unis, c'est que dès que tu passes de l'indépendant au commercial, bah forcément tu perds un peu ton indépendance. Et là, l'indépendance qu'ils ont, c'est qu'ils sont attachés à aucun studio. Ils produisent des films et ils les vendent ensuite après. Et comme ils ont une légitimité, ils arrivent à très bien les vendre. Mais au moment où ils vont commencer à vouloir devenir un peu plus importants, je pense que le côté indépendant. Mais je suis d'accord avec toi, pour l'instant, il faut encore tous les voir. Ouais. Même si je les aime pas. Vraiment Love Lies Bleeding pour même l'esthétique années 60. 60, ouais. Tout est j'aime pas beaucoup Kristen Stewart d'habitude et là je trouve qu'elle a vraiment le rôle qui lui va. Genre, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Bah écoutez les amis, Dimitri, peut-être une phrase pour conclure, pour nous donner envie de venir au studio pour parler de cinéma, une phrase pour tout ça. Voilà, l'instant promo entre guillemets Studio 43. Quel est ton actu ?
Bah non, mais juste venez si vous avez envie de découvrir des choses différentes. On sera toujours très content de vous accueillir. Moi, je prends toujours beaucoup de plaisir à discuter avec les spectateurs et de voir un peu. Des fois, je les prends même à la sortie de la salle et c'est. Clé de cou comme ça. Alors, t'as aimé ou pas? Des fois, Non, il c'est ça. s'assoit à côté de vous discrètement pendant la séance. Non, c'est ça, ouais. Non, mais des fois, t'as des spectateurs, voilà, c'est parce que moi, je suis comme ça, et quand je parle dans les couloirs et qu'il y a quelqu'un que je reconnais sans forcément connaître son nom, je lui demande si elle a aimé ce qu'elle a sorti, ce qu'elle a été voir, tout ça. Donc, il y a peut-être des gens, enfin, j'en connais aussi qui sont, je sais pas si c'est votre cas, mais qui pas spécialement envie de parler après les films. Ah bah moi, la loi de Téhéran, c'est mon en sortant préféré. ici, je peux te dire que j'ai pas parlé pendant 2 heures après. Tu m'étonnes, ouais, voilà. Je ne voulais Tu vois, pas parler à personne. super genre. film, tu vois. Mais par exemple, ouais, s'ils ont envie de découvrir des choses, ça, voilà, il y a sur le site du studio, il y a mon contact, voilà, il y a mon numéro, mon mail, si jamais vous avez vous posez Lui la envoyer moindre des question mails. sur la prog, si vous avez envie de faire un projet, tout ça, n'hésitez pas à nous contacter, nous on est super open pour pouvoir s'ouvrir à d'autres partenaires, à faire en sorte de faire découvrir le cinéma à d'autres personnes. Notre tagline, c'est une autre idée du cinéma. Enfin voilà, donc avec cette nouvelle salle dans laquelle on est aujourd'hui, on essaye de faire en sorte que ce soit une autre idée aussi de l'art et du visuel, enfin de l'audiovisuel de manière générale, d'essayer de voir un peu ce qu'on peut faire de différent, de considérer la salle comme à la fois un lieu de diffusion, mais aussi un endroit, un lieu de création. Voilà, donc si vous avez la moindre envie là-dessus, n'hésitez pas à aller vers nous. Ok. Magnifique. Merci. Merci. Il y a une personne qui nous prend en photo. On va faire tout ça. C'est Mathieu. C'était à 10h l'enregistrement. En retard. Et bah écoute, merci Bertrand. On peut te retrouver Bertrand Chez Rose, lui, sûrement. filmmaker, et puis chez Ecolyrique. Et puis dis-nous, où est-ce qu'on te retrouve? Et tout est en description, fait pour Studio 43, l'Insta, le site, etc. Tout Super. est dans la description. C'est ça, c'est pour me retrouver personnellement, Insta c'est BR Filmmaker. Et sinon, je vous invite grandement à suivre l'Instagram et le YouTube de notre média Écolyrique qui Vous voulez fait. venir là sur la cam comme on a fait au Canada? Allez, venez. Allez, venez les C'est au loulous, siège derrière, allez. là. Allez, venez. Allez, bah oui. Allez, embrasse-moi, Alexis. Pour la fin. On revient. Eh, venez, merde, alors. Alors, Ali, elle sort coiffe, attendez. C'est pas comme si Dimitri devait Attention. partir il y a 2 minutes. Prends ton temps. Hop, c'est stable. Allez, allez. Il a venez, couru, venez, il a go. couru. Allez, Oh là 6ème là. rang, place Ah du ouais. milieu. Ah, il a regardé où est-ce qu'il serait encore dans le cadre, je pense. Ah. Ah, ça, c'est Colérique. C'est, Merci Écolyrique. enfin, il était chez Colérique avant de rentrer au podcast. Ouais. Mais voilà, c'est. Tout est dans la description. Tout est en description. Là, je sais pas quand est-ce que ce podcast sera sorti, mais Demain matin, non. on est en train, on est en train de revenir et je sais, ouais, je pense qu'il sera sorti, mais allez voir l'interview, le portrait sur Charles Miraskil, notre premier magicien de grande illusion mentaliste. Et c'est une très bonne interview qu'on a fait, si ce n'est, je pense, l'interview l'une des plus intéressantes en termes Yes, d'histoire. Merci, super Bertrand. Non, mais alors attention, attention. Quand je dis la plus intéressante, c'est que vraiment il a. Il est intéressant, Charles, quoi. Charles, À un moment, il m'a retiré une pièce de 2 € derrière mon oreille. Mais J'étais- non. Choc barre. Mais quoi? Charles, si tu veux, écoute ça ou si tu regardes la rediff, vraiment, Rends-moi mes deux il a une vie incroyable et c'est un magicien en fait. Donc vraiment, c'est plein de rebondissements et ils peuvent en témoigner. Vraiment, c'était une Il a disparu dans de Il la a fumée. pour spoiler, il a mentalisé Coralie. Donc allez voir. Et puis, c'est un cheval. Mais aussi, bien évidemment, sans oublier, allez voir l'interview, les 2 interviews qu'on a fait pour Podcast Sans Nom. La première captation du premier podcast qu'on a fait pour vous et n'hésitez pas, forcément, on est au Studio 43, mais on a fait les la 4 refaire. avant. Les 4 écluses, donc allez voir Et on fera le frac, sûrement. et le frac Et très peut-être sûrement. la culture à Dunkerque. de manière générale. Ouais, de manière générale, ouais, Ouais, à le voir. bateau-feu. Ouais, Non, peut-être, non, mais peut-être. peut-être on arrivera à voir la tour du rose. Ouais, notre Peut-être. objectif final, c'est d'avoir un épisode où on rassemble les 3 structures en mode les Avengers de la culture ADK. Et bah écoutez, merci. N'hésitez pas à vous abonner au podcast Sans Nom sur Spotify, sur YouTube, sur Instagram, sur toutes les plateformes, à nous laisser des commentaires pour dire ce que vous en avez pensé. Ça nous fait toujours très plaisir d'avoir des retours. Merci les amis d'avoir participé. J'espère que l'expérience était sympathique. Vous revenez quand vous voulez, encore une fois. Merci Hell mes yeah. chers co-hosts de m'avoir Merci à assisté toi. pendant cet épisode. Et puis on se retrouve pour le prochain avec plaisir. Peut-être un dernier petit mot pour la fin.
Bisous. Merci à tous. Cinéma. Oui. Allez, bye. Merde, c'est pas le bon. C'est celui-là.